Bonjour à tous, il est 18h35, donc on va commencer. Bienvenue pour cette nouvelle controverse de la fabrique écologique qui va porter sur les jeunes, les mouvements des jeunes et leur rapport à l'urgence climatique. Donc, est-ce que ces différents mouvements des jeunes s'inscrivent avec, contre ou hors du système? Alors, peut-être quelques petites questions d'usage si chacun pouvait couper son micro durant la controverse pour éviter les interférences. Et, chacun l'ouvrira au moment de prendre la parole. Je vais peut-être commencer par me présenter brièvement. Je suis Pauline Bureau, doctorante en linguistique appliquée et j'étudie les discours sur le changement climatique via le prisme des noms. Et j'essaye de voir comment que ça traduit notre rapport à ce phénomène. Donc, je remercie chaleureusement la Fabrique écologique de me permettre de co-animer ce débat avec Lucille Schmitt. Nous sommes malheureusement les deux seules femmes de ce débat, mais vous entendrez nos voix assez vivement en tant qu'animatrice et co-animatrice de cette controverse. Je vais maintenant, sans plus attendre, présenter nos 4 invités qui ont accepté bien gentiment de participer à ce débat. Alors, en commençant par vous, Patrick Degeorges, vous êtes philosophe et professeur à l'école urbaine de Lyon, où vous dirigez l'Anthropocène curriculum. Vous avez travaillé pour le ministère de l'Environnement, pour lequel vous avez contribué à la conception et à la mise en place des politiques publiques de conservation de la biodiversité et d'adaptation au changement climatique. Alors, je vois un micro allumé. Gérard Laversin, il me semble. Voilà, si vous pouviez couper votre micro, s'il vous plaît. Merci. Yann Lelanne, à votre tour, vous êtes maître de conférence à l'Université de Lille et coordinateur du collectif Quantité Critique, qui réunit des maîtres de conférences, docteurs, étudiants en sciences sociales et qui se concentre sur l'analyse quantitative des mouvements sociaux actuels. Benjamin Carboni, vous êtes conseiller en communication écologique, créateur du mouvement Clean Walker, auteur du livre Déclic écologique, dans lequel vous interrogez 18 personnalités engagées sur leur prise de conscience écologique. Vous êtes aussi éco-influenceur, hein, c'est un terme qui reviendra très certainement dans le débat à travers votre chaîne YouTube éponyme et votre page Instagram sur laquelle vous êtes suivi par 20 800 personnes. Et enfin, Chabou, hein, le Benjamin de nos 4 invités. Vous êtes étudiant en L2 de géographie à Tours. Vous avez effectué un service civique en lycée où vous étiez chargé de l'écolabel E3D Développement Durable. Et vous êtes également formateur au sein des collectifs Extinction Rébellion et ANV COP21. Alors, je vous remercie tout d'abord tous les 4 d'avoir accepté nos invitations. Donc, ce qui est bien, c'est que vous venez tous les 4 d'horizons différents, vous représentez différentes tranches d'âge. Donc, on peut imaginer qu'il y aura des avis potentiellement divergents sur les différentes questions que nous allons vous poser et qui constitueront 3 tables rondes qui vont rythmer cette controverse. Donc, chaque table ronde durera 25 minutes et à la fin, il y aura une session questions-réponses de 20-25 minutes où le public pourra intervenir. Donc, pour intervenir à la fin des 3 tables rondes, je vous invite à écrire intervention demandée dans le chat. Et vous aurez alors la parole dans l'ordre d'apparition des demandes. Et voilà, donc pour le débat, j'invite chacun peut-être à allumer sa caméra, c'est plus convivial, et à couper les micros, hein, je le rappelle. Et sachez que la controverse est enregistrée, donc on ne voit pas les personnes qui ne parlent pas, même si les caméras sont allumées, mais si vous posez une question à la fin, ça implique que vous acceptez d'être enregistré parce que la controverse sera diffusée sur Facebook et sur la page YouTube de la Fabrique écologique. Alors, je vais présenter très rapidement les 3 tables rondes. La première, assez générale, portera sur le rôle et les actions des jeunes.
la seconde sur l'efficacité de ces actions. Et enfin, dans la troisième table ronde, on va s'interroger sur le rôle des institutions et sur la nécessité de transformer ces institutions. Donc, je vais laisser maintenant la parole à Lucille Schmidt pour problématiser plus avant la question des institutions et introduire la première table ronde. Lucille, c'est à toi. Merci Pauline, je suis vraiment ravie je suis vice-présidente de la Fabrique écologique et je suis vraiment ravie d'animer cette table ronde avec Pauline Bureau. Écoutez, je crois que l'envie de faire cette controverse sur la question des jeunes, de leurs actions, comme l'a dit Pauline, de leur rôle et de la façon dont les institutions peuvent prendre en considération ce que porte la jeunesse aujourd'hui sur le plan écologique, c'est une question politique évidente. Elle est évidente évidemment à cause des manifestations, des marches pour le climat, elle est évidente à cause d'un certain nombre de mouvements qui ont pris beaucoup de force ces dernières années, comme Extinction Rébellion, de certains textes, comme le Manifeste pour un réveil écologique. Mais ce qui fondait l'envie de faire une controverse, et non pas, j'allais dire, des exposés les uns après les autres, c'était le sentiment que peut-être derrière l'idée de la jeunesse, il y avait quelque chose d'englobant, alors même qu'il y a des positions qui sont en fait des positions diverses, des questionnements au sein de la jeunesse. Est-on anticapitaliste? Des questionnements, faut-il être mouvementiste? Faut-il être dedans ou dehors? Une question, j'allais dire, historique, traditionnelle, mais une question qui se pose avec plus d'acuité en période d'urgence écologique, et que là-dessus, uniformiser la jeunesse est souvent une facilité posée par ceux qui ne sont plus jeunes. Donc nous voulions absolument, comment dirais-je, donner l'idée d'une diversité autour de la question de la jeunesse et de l'écologie, et traiter aussi, c'est pour ça qu'il y a ces 3 tables rondes, cette question d'enjeu autour de la transmission des savoirs, du rôle des institutions, qui au fond ont beaucoup de pouvoir et peuvent apparaître comme un pouvoir d'empêcher par rapport à ce que porte un certain nombre de mouvements de jeunesse. Mais est-ce qu'il n'y a pas nécessité aujourd'hui de mettre les institutions du côté de la jeunesse? C'est ça la question que nous voulons explorer dans cette controverse. Et l'ampleur du changement des institutions à travers les questionnements et les interpellations de la jeunesse nous semble être quelque chose qui doit être pris en considération. Sur la question des institutions, on ne pourra pas tout traiter, mais nous avons choisi avec Pauline de privilégier plutôt les institutions qui transmettent le savoir, la question des programmes, la question de la façon dont l'écologie peut être enseignée, dont elle peut être partie prenante d'un très grand nombre de disciplines. C'est quelque chose qui nous semble important, qui a été porté par les nombres d'étudiants dans nombre d'universités et qui inspire aussi aujourd'hui l'entrée dans la vie active. Donc c'est ces points sur lesquels nous allons mettre l'accent lors de cette controverse. C'est une controverse, donc si c'est possible que les intervenants ne soient pas d'emblée d'accord entre eux, c'est important, et que nous allions vers une controverse constructive, c'est aussi un point essentiel pour les controverses de la fabrique écologique, que des points de vue divergents puissent éventuellement, en fin d'événement, permettre d'imaginer des solutions, d'imaginer un élan, c'est aussi quelque chose qui nous tient à cœur. Voilà, donc sans plus tarder, allons-y sur le premier échange qui porte sur la question du rôle des actions portées par les jeunes, peut-être pas la jeunesse, mais en tout cas les jeunes. Là-dessus, je crois que Benjamin était éventuellement volontaire pour commencer. Je peux, c'est une lourde tâche de commencer en fait, pas si simple, hein. Pas si simple. Bonsoir à tous déjà, à toutes les personnes qui sont présentes. Il y a une première question qui pourrait être: qu'est-ce que c'est que d'être jeune? Qu'est-ce que la jeunesse? Mais là, ça serait une longue question, on mettrait des heures à répondre. Moi, par rapport à ça, je voudrais dire 2 choses par rapport au rôle de la jeunesse aujourd'hui, au niveau des enjeux environnementaux et climatiques. Je pense que le premier rôle de la jeunesse, malheureusement, ça serait juste d'être jeune, en fait, de profiter de sa jeunesse et de ne pas avoir à se poser ces questions-là. Sauf qu'aujourd'hui, en 2021, ben, on doit se les poser, cette question, parce que c'est une réalité. On nous parle de beaucoup de chiffres,
beaucoup de données, de beaucoup d'informations. On nous apporte des vagues d'informations et de données, comme quoi on nous parle de 2030, de 2050. Sauf qu'aujourd'hui, ces problématiques environnementales, elles sont présentes dans notre quotidien en tant que personne et aussi en tant que jeune. Donc la première réponse que je pourrais donner, c'est que être un jeune aujourd'hui, ça serait de simplement profiter, mais c'est pas possible. Donc aujourd'hui, la responsabilité, entre guillemets, responsabilité d'un jeune, c'est de bousculer, tout simplement, c'est de bousculer par quelque façon que ce soit de la façon la plus simple et la plus douce, si je puis dire, comme de la plus dure, mais c'est en tout cas de bousculer ce qui est en place. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte quand aujourd'hui on a même 13, 15, 18, 20, même 30 ans, on se rend compte que ce qui a été fait avant, ben voilà, c'est juste factuel, ça ne va pas, ça ne convient pas, ça n'a pas été suffisant. Et aujourd'hui, on doit faire des choses et on doit faire face à un enjeu tel et tellement important qui est juste ben, notre avenir sur cette planète, tout simplement notre vie sur cette planète, qu'aujourd'hui, le rôle de la jeunesse, il est important et ça amène à remettre en cause énormément de choses dans notre quotidien. Mais c'est là la force de toute cette jeunesse aujourd'hui, c'est qu'il y a une espèce de lucidité et quelque chose de très factuel de se dire bah, OK, les choses sont là, le problème est là, ben, on va mettre une partie de notre vie de côté. On va parfois faire des choix de métiers différents, on va faire des choix de vie, des choix de lieux de vie différents pour cet avenir-là parce qu'on se rend compte que c'est essentiel. Et je trouve que voilà, aujourd'hui, ça définit assez bien le rôle de la jeunesse et de ce qu'elle peut apporter. Et aujourd'hui, on fait énormément de choses en tant que jeune et je trouve que cet aspect de bousculer, il fonctionne bien. Il est bien évidemment pas suffisant parce qu'il faut que tout le monde bouscule. Mais voilà, je pense que la jeunesse est déjà en premier plan à ce niveau-là pour bousculer tout ça. Et je ne sais pas comment Chabou, vous avez peut-être envie de réagir par rapport à cette idée de bousculer. C'est-à-dire que concrètement, comment est-ce qu'on bouscule? C'est ça la question qu'on a envie de poser. Il y a déjà deux éléments qui me semblent importants de rappeler. C'est que la jeunesse, déjà, ça t'apporte un peu de nuance, mais je suis étudiant dans une fac de droit et je peux vous assurer que là où je suis, la jeunesse n'est pas forcément sensible à l'enjeu écologie ou à d'autres enjeux qui sont proches. Donc, c'est une part de la jeunesse, pour le rappeler. Je trouvais que c'est important de le dire. Et aussi, en même temps, on parle de la jeunesse qui bouge et on l'entend souvent d'une manière très encourageante, bienveillante, etc. Et je trouve, encore une fois, que c'est important de rappeler que les personnes qui ont le pouvoir actuellement, que ce soit dans les institutions, les entreprises ou n'importe où, en fait, ce n'est pas les jeunes. Et s'il faut attendre que les jeunes ils accèdent au pouvoir pour faire bouger les choses, en sachant que c'est toujours les mêmes catégories sociales qui vont arriver au pouvoir, etc. Je pense qu'à ce moment-là, on n'est pas encore arrivé. Sur la question de faire bouger les choses, au bout de 2 ans de militantisme et un petit burn-out militant en passant, je pense que ce qui convient le mieux de faire à l'échelle individuelle, c'est de faire ce qui nous plaît dans le militantisme. Ça peut aller de l'organisation de manifs ou n'importe quoi, des actions, en fait, n'importe quel type d'action. Mais si on souhaite atteindre nos objectifs, c'est important de réussir à bien se vivre en tant que militant, à ne pas avoir un quotidien qui soit nocif pour sa santé. Et du coup, en termes d'action, je pense qu'en fait, toutes les actions sont nécessaires. C'est juste pas possible. Et je vais même faire l'affront ici de dire que pour moi, il n'y aurait pas de limite en fait en termes d'éthique ou autre sur les actions à mettre en place. Voilà. Bon, il y a aussi, j'ai lu récemment Comment saboter un pipeline de je ne sais plus quel auteur. Vous irez regarder sur Internet, qui explique que, en effet, c'est complètement étonnant qu'il n'y ait pas d'actes terroristes, d'actes violents, vu la gravité de la situation dans laquelle nous sommes, vu les enjeux actuels. Il y a des guerres pour beaucoup moins que ça. En fait. Voilà.
question par rapport à ça. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une tradition de non-violence dans les mouvements écologistes, qui est une tradition très forte? Oui, je pense, c'est sûr, même si on regarde Greenpeace, hein, un des plus vieux mouvements, on est assez loin de tout ça, mais en fait, ça dépend de quel écologisme on parle. Je pense qu'il y a plusieurs écologismes, et je pense que lorsque les autochtones d'Amérique se défendaient pour garder leurs terres face aux colons européens, eh ben, pour moi, c'est une forme aussi d'écologisme, suivant notre rapport à la nature, en fait, qui là, pour le coup, était vraiment l'habitat au sens premier. Donc, peut-être, après, je pense que ça doit être culturel, je suppose, j'en sais rien. Il y a des gens plus compétents que moi pour le dire là-dessus. Mais ouais, non, je comprends pas trop, en fait. Si, Ouais. si je peux me permettre juste d'ajouter quelque chose à cette question qui est une tradition de la non-violence. Et pour compléter ce que vient de dire Chabou, je suis vraiment d'accord avec tout ce que tu viens de dire, notamment le burn-out militantiste, qui est assez répandu malheureusement. Pour moi, d'aller, par exemple, l'exemple que tu as dit, d'aller attaquer un pipeline pour moi, ce n'est pas de la violence en fait. Ce n'est pas de la violence parce que, comme ça l'a été dit, il y a une telle nécessité, une telle urgence d'action que effectivement toutes les actions sont bonnes à prendre. Et si on doit arriver à ce genre d'acte pour amener une prise de conscience justement à tout ce groupe de décideurs qui aujourd'hui ne le voient pas, si c'est une solution, c'est une violence quoi? C'est une violence faite sur du matériel. Évidemment que, et je pense que c'est répandu dans tout le milieu des actions militantistes, qu'elles soient les plus, je ne voudrais pas dire violentes, mais les plus fortes. La violence humaine n'est même pas considérée dans la construction de l'action. Elle n'est même pas envisagée, étant donné qu'on est en train de se battre pour défendre le vivant. Et donc, en soi, on ne peut pas être contre. Donc, être violent sur du matériel et des constructions, pour moi, ce n'est même pas de la violence, en fait. Donc, c'est une nuance à amener sur la violence qui, je pense, est importante. D'accord. En tout cas, c'est clair qu'attaquer un pipeline, ça ne fait pas partie de l'ordre établi, si je puis dire. Je voulais juste inviter chacun à lire Le gang de la clé à molette, qui est un ouvrage écrit dans les années 70 et qui, je crois d'ailleurs, est assez populaire à Extinction Rebellion et qui raconte justement des actions de sabotage non violentes menées par ce gang de la clé à molette. C'est un livre culte aux États-Unis et puis dans le monde sur ces enjeux. J'avais envie de demander à Yann Lelanne qu'est-ce qu'il pensait justement de cette question d'une jeunesse trop responsabilisée, trop en situation de ne pas profiter de sa jeunesse, et de la façon dont l'écologie était aussi une source d'angoisse, même si Chabou nous dit que toute la jeunesse n'est pas pour l'écologie. C'est peut-être aussi une manière de se défendre de l'angoisse, d'ailleurs. Je vais commencer par cette question de la jeunesse. Est-ce que c'est la jeunesse qui est mobilisée? Et je tiens à dire que mon propos n'est pas déterminé par le fait que j'ai 40 ans dans une semaine. Il n'y a aucune haine vis-à-vis des générations mobilisées. Je quitte définitivement, peut-être déjà pour bien longtemps, cette classe d'âge, mais c'est le fruit d'enquêtes quantitatives qu'on a menées avec le collectif Quotidien Critique. Nous arrivons à la conclusion suivante. Et encore une fois, il ne s'agit pas d'une prise de position personnelle. Le mouvement climat n'est pas un mouvement de jeunesse. Il se présente comme il a totalement le droit de le faire, et c'est pas à nous de le dire. Il est présenté souvent par les médias comme un mouvement de jeunesse, mais en vrai, par beaucoup d'aspects, c'est un mouvement intergénérationnel. À l'automne 2018, ce sont des manifestations intergénérationnelles qui occupent le devant de la scène jusqu'en mars 2019. Donc, dans sa genèse, telle qu'il a pris sous la forme de manifestations de masse, il est intergénérationnel avant tout. 2, lorsqu'on étudie les propriétés sociales des manifestants à l'époque du vendredi pour les grèves pour le climat et qu'on les compare aux manifestants du samedi, qui sont les manifestations intergénérationnelles, en vrai, on a les mêmes personnes. On a les enfants des personnes qui se mobilisent le samedi, c'est-à-dire des personnes très qualifiées, très souvent du salariat cadre, très, très souvent positionnées à gauche. Quelle est la conclusion de tout ça? La conclusion de tout ça, c'est que
les personnes qui sont mobilisées dans les manifestations de jeunesse et les personnes qui sont mobilisées dans les manifestations intergénérationnelles sont très proches socialement, appartiennent au même secteur salarial, idéologique. Ce qui ne veut pas dire que les manifestations de jeunesse n'ont rien fait. Ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont constitué une intensification de la mobilisation au sein d'un secteur déjà mobilisé. Ce qui ne veut pas dire non plus que les personnes qui n'étaient pas là dans les manifestations ou qui ne sont pas là dans les associations ne se désintéressent de l'écologie. Simplement, ce n'est pas leur écologie ne prend pas la forme d'une mobilisation de masse, comme on l'a vu, enfin, disons, une manifestation importante numériquement, comme on l'a vu. Donc, il y a un premier enjeu qui est d'essayer de cartographier socialement les personnes mobilisées. Ces personnes mobilisées, elles ont des propriétés sociales, elles ne correspondent ni à l'ensemble de la jeunesse, mais la bonne nouvelle, c'est qu'elles ont un écho par-delà leur génération, parmi les générations précédentes. Les phénomènes, la seconde conclusion, c'est que les phénomènes de transmission politique, culturelle, sont absolument décisifs dans la politisation pour le climat. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout affaire à une génération spontanée. On a une génération qui s'inscrit dans la continuité de lutte, puisque désormais, depuis les années 70, on a l'émergence d'un mouvement de lutte sur les questions écologiques qui est très, 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 très profond. Et les parents des enfants qui se mobilisent aujourd'hui étaient parfois déjà mobilisés, ou alors sur des luttes assez proches dans les années précédentes. Donc, il y a des phénomènes de transmission qui sont totalement sous-estimés. Aujourd'hui, on insiste sur la façon dont les enfants socialisent les parents à l'écologie. C'est probablement vrai dans certaines familles, mais on oublie de dire que l'importance de la transmission descendante des parents vers les enfants est structurante, y compris lorsque les parents n'étaient pas mobilisés sur l'écologie. Finalement, les enfants mobilisés ou les adolescents mobilisés plutôt, ou les étudiants vont remobiliser un héritage sur cette thématique. Donc, premièrement, on n'a pas spécifiquement à faire un secteur jeune. Deuxièmement, les mécanismes de transmission intergénérationnelle sont absolument décisifs. Quel est le rôle des jeunes à l'intérieur de ce mouvement? Ils vont occuper un rôle décisif dans les actions les plus spectaculaires, les plus visibles, avec le plus d'engagement corporel. Ça, c'est indéniable. Mais ils trouvent un soutien à leurs actions dans les générations précédentes qui participent aux marches climat. On pourra développer là-dessus si vous le souhaitez. Et puis, y compris, on pourra développer sur la question de la violence. Il y a, pour l'essentiel du mouvement climat, c'est différent après lorsqu'on est membre des associations ou des groupes qui organisent les occupations, mais il y a un attachement à la tradition, pas forcément de la non-violence, mais en tout cas d'une action qui puisse être tournée vers le respect des personnes physiques. Ça, c'est absolument décisif. Il y a une frontière claire. Vous avez un débat sur violence, non-violence, mais par contre, il est strictement encadré. Le respect des personnes physiques est consensuel à l'intérieur du mouvement des marches climat. Le débat existe sur la question des dégâts matériels. C'est pour ça que la question du sabotage du pipeline est un bon exemple, parce qu'il y a un débat autour du sabotage du pipeline, par exemple, mais parce qu'il s'agit d'un acte sur du matériel. Dans le respect de l'héritage des traditions écologiques, des traditions de lutte écologique, mais pas que d'ailleurs, globalement de la gauche, il y a une frontière assez stricte sur le fait que les violences contre les personnes sont rejetées très, très, très majoritairement, même par ceux qui pratiquent les actions les plus poussées. Merci Yann. Patrick, je trouve ça intéressant parce que là, il y a un élément de débat, c'est-à-dire que la question de la place qu'occupe la jeunesse, la transmission intergénérationnelle, c'est aussi une question de responsabilité pour les plus âgés. Je vois que dans le chat, il y a la question du rattrapage, par exemple. Qu'est-ce que vous pensez de cette question de l'intergénérationnel, de la responsabilité, de ce que peuvent faire, ce que peut faire la société dans son ensemble, puisque maintenant on replace la jeunesse au fond dans la question de la société. Il faut que vous allumiez votre micro, Patrick. J'ai oublié d'allumer le micro, j'avais rallumé la caméra, mais pas le micro. Pardon.
On a eu une analyse, merci Yann pour l'analyse que tu as apportée sur le fait que c'est pas une évidence, c'est pas la jeunesse qui se mobilise pour le climat ou pour l'écologie ou pour la destruction de la biodiversité. Il faut aller plus loin que ça, et c'est bien que tu l'aies souligné. Mais d'un autre angle qui serait pas un angle sociologique, qui serait plutôt une définition, je dirais, objective de ce que signifie la jeunesse en situation d'urgence écologique, qui est quand même une situation sans précédent à l'échelle globale, hein, de ce que nous sommes en train de vivre. C'est quand même la nouveauté de notre temps. Et la jeunesse est sans doute aussi le moment dans lequel on se confronte à la nouveauté des temps. Et donc, je pense que ce qui est nouveau pour la jeunesse aujourd'hui, et on le voit bien dans les modes de récit qu'on voit dans les mouvements portés par Greta Thunberg et autres, qui sont très pertinents et je dirais, très efficaces en termes de façon de nommer ce qui est en train de se passer. La signification signifie être jeune aujourd'hui, c'est qu'on est défini par le temps d'exposition à la dégradation du système Terre et des conditions de vie par la destruction de la biodiversité et la déstabilisation du climat. Donc, plus on est jeune, plus on a de temps de vie exposé à cette dégradation potentiellement catastrophique si on suit des trajectoires qui sont en cours aujourd'hui. Et moins l'urgence est d'autant plus violente aujourd'hui pour ceux qui sont adolescents et qui sont capables de se mobiliser autour de la compréhension des données scientifiques, que lors du dernier rapport, ce que mentionne souvent Thunberg d'ailleurs, par rapport du GIEC, le rapport de 2018 sur la signification du demi-degré, du 0,5 degré en plus, du 1,5 degré ou 2 degrés, la différence que ça va faire en termes d'impact et sur les écosystèmes dont nos sociétés dépendent, eh bien, il est bien clairement mentionné qu'on a une douzaine d'années, c'est-à-dire qu'on n'a plus qu'une dizaine d'années, donc on n'a plus 8 ans, on a un countdown qui se met en place et qui détermine une urgence de mobilisation, qui rentre en phase avec la signification de ce qui signifie être jeune aujourd'hui, parce qu'on est en première ligne. Donc ici, on peut dire que là, il y a une définition objective de la jeunesse dans ce cadre climatique qu'il faut prendre en considération dans la signification de leur mobilisation et d'enjeux de responsabilité. Ensuite, par rapport à la question de la responsabilité, bien entendu, c'est transgénérationnel. Mais là, j'aurais tendance à considérer que ce qui est intéressant, c'est la question de la radicalité que vous avez posée. C'est-à-dire que confronté à une telle urgence, dans un temps où il faut faire quelque chose pour éviter l'irréversible en moins de 8 ans, on fait quoi? On est jeune, on va être les premiers exposés à cette situation, on fait quoi? Et là, effectivement, il est surprenant qu'il n'y ait pas plus de violence, entre guillemets. Mais c'est pas sur ce sujet que je voulais rentrer, mais c'est sur la signification de ce qu'est une action radicale aujourd'hui. Qu'est-ce qui est radical? Il s'agit bien aujourd'hui, par exemple, on prend les objectifs des Nations Unies pour la protection de la biodiversité. 30% en 2030, il faudrait arriver à protéger 30% de la biodiversité. C'est absurde. Il faudrait protéger toute la biodiversité, sinon on s'en sortira jamais. Quand on écoute les Kogi, ils nous disent 70%, on doit laisser à la nature sauvage et 30%, on peut à la limite le prendre pour essayer de faire tourner, entre guillemets, nos sociétés. Les Kogi sont des Indiens, des peuples autochtones, et la majorité des peuples autochtones pensent de cette façon-là. En nous, on pense à l'envers des peuples autochtones. Et donc, du coup, on sent bien qu'ici, dans la compréhension qu'ont les jeunes aussi de la situation, il y a une sorte de convergence des luttes avec la compréhension qui était portée par les peuples autochtones. On le voit aussi au niveau des Nations Unies, des mobilisations internationales. Et donc ici, il y a un enjeu de radicalité, c'est-à-dire de changement de paradigme, qui est essentiel et pour lequel une nouvelle culture est en train de s'élaborer. Et je la sens bien monter, cette culture-là, autour de paradigmes de régénération qui vont au-delà des paradigmes du développement durable, au-delà des paradigmes d'atténuation, etc. Donc la jeunesse va se jouer autour de ça. Par exemple, génération-restauration, c'est ce que le programme des Nations Unies pour l'environnement essaie de mettre en place. Ils ont bien senti que ça allait dans ce sens-là. Ça prend relativement. Donc il y a des institutions, certaines institutions surfent un petit peu là-dessus. Mais ici, il y a une sorte de convergence très particulière dans la définition de ce qu'est une action radicale, dans un contexte extrêmement, je dirais, réticent, enfin, je veux dire, comment dire, opposé à la pensée de la radicalité. Aujourd'hui, on a une diabolisation de la radicalisation, ce sont des logiques qui ont tendance à mettre le radical du côté du terrorisme ou de la terreur, qui posent de gros problèmes en termes de mobilisation et de possibilités de mobilisation et d'action en champ public. Donc, du coup, on est vraiment dans un contexte bien particulier, et je ne pense pas que ce soit un hasard s'il y a une conjonction de cette conjecture. Donc ça, c'était le deuxième point que je voulais souligner par rapport à ce que vous m'avez demandé sur la responsabilité. Pour revenir à la responsabilité, donc, je soulignerai aussi que ce qu'on retrouve ici et ce qu'on voit dans cette redéfinition de l'enjeu pour la jeunesse, c'est le principe de responsabilité tel qu'il a été défini par Hans Jonas. On voit bien que dans le discours de Greta Thunberg, ce qui est mis en avant, c'est il faut écouter la science,
parce qu'elle va nous responsabiliser, parce que ce qui est en jeu, c'est l'avenir de l'humanité. C'est pas simplement notre avenir, mais c'est l'avenir de l'humanité. Donc du coup ici, on a une prise en considération du mal qui vient et qui est le sens même aussi du principe de responsabilité de Jonas. Donc on peut dire que là, les jeunes, les mouvements des jeunes, sont en train, dans cette ère, une nouvelle culture, un autre paradigme, de politiser, si tu veux dire, de rendre opérationnel sur le plan politique à travers de nouveaux modes d'action qui demeurent à inventer et d'autres types d'alliances qui demeurent à être faites avec d'autres partenaires au sein des sociétés civiles, une façon de mettre en œuvre une politique du principe de responsabilité. Voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon ce serait trop long, mais c'était juste pour mettre sur la table d'autres éléments. Merci beaucoup, Patrick. On va faire un deuxième temps de débat, mais je voulais, avant qu'on ait ce deuxième temps, juste énumérer les questions qui sont apparues. Je crois qu'il y a effectivement cette question d'être jeune en temps d'urgence écologique qui a été abordée par vous, ce qui ne veut pas dire, comme disait Chabou, que être jeune en temps d'urgence écologique, ça aboutit au fait qu'on est militant sur la question écologique. Ce que j'ai retenu aussi, c'est que vous nous avez dit que être militant alors que l'urgence est tellement là, c'est aussi très angoissant, c'est-à-dire que cette question du burn-out militant ou de choisir ce qu'on peut supporter, vous avez été plusieurs à le dire, ça c'est un point qui me semble important. Et puis il y a le sujet de ceux qui sont moins jeunes, mais qui ressentent aussi l'urgence écologique et la question, au fond, d'une espèce de lien particulier autour de ce sentiment d'urgence qui est intergénérationnel, avec des responsabilités, on se croirait à l'ONU, qui sont sans doute communes mais différenciées. Je pensais à ça, c'est-à-dire que quand on est plus âgé, est-ce qu'on n'a pas une responsabilité plus importante, peut-être parce qu'on est dans les institutions, parce qu'on a du pouvoir, et aussi parce qu'on n'a pas suffisamment changé le monde à temps. Ça, c'est un point qui est important. Chabou, vous pouvez juste intervenir, mais genre 30 secondes, hein, ce n'est pas une position de pouvoir, hein, mais c'est parce qu'on doit passer au deuxième temps. Voilà. Bien sûr, merci beaucoup. Je voulais juste appuyer sur un point lorsqu'on parlait d'intergénération, où chaque mouvement a son identité et a ses références. Par exemple, moi j'ai rejoint Extinction Rebellion après avoir vu la vidéo de Pablo Servigne. Pardon. Donc on est dans la thématique d'effondrement et voilà. Et on voit dans d'autres mouvements, souvent plus âgés, par exemple je pense à Greenpeace ou à d'autres mouvements voilà, qui ont une autre ligne, qui n'ont pas le même constat en fait. Et il peut y avoir une différence de constat entre les générations petit 1, mais même au sein même de la jeunesse, ce qui va apporter du coup ensuite des réponses différentes, quoi. Et il peut aussi rendre problématique du coup de bien faire comprendre qu'il n'y a pas une, mais des écologies. Pauline, c'est toi maintenant, je crois. Oui, et l'action de Chabou tombe très bien parce que ça va me permettre de faire une transition avec les constats qu'on fait par rapport à l'efficacité des actions des jeunes. Et parmi ces constats qu'on peut retrouver dans la presse ou lors d'interviews filmées, il y a l'idée justement que, Chabou, tu as parlé de différentes cultures, différentes cadres d'action selon les mouvements et parmi ces constats, il y a l'idée justement que ces mouvements, ils sont assez hétérogènes, assez disparates. Il y a également l'idée d'un essoufflement des actions. Je pense par exemple à l'action désobéissance civile non violente de Extinction Rebellion en octobre 2020 au boulevard Saint-Germain qui a duré très peu de temps finalement parce que la police est intervenue très rapidement, donc la question de l'efficacité de cette action s'est posée. On reproche aussi parfois au mouvement des jeunes d'être l'apanage des classes privilégiées, des élites. Je pense par exemple au Réveil écologique qui est avant tout l'initiative de jeunes issus de grandes écoles. Et enfin, on peut lire parfois que les actions des jeunes ne témoigneraient pas toujours d'une capacité de projection stratégique à moyen terme. Donc autant de commentaires, de remarques qui posent la question de l'efficacité des jeunes. Donc est-ce que les actions des jeunes sont véritablement efficaces ou bien ont-elles une portée limitée en termes d'audience, de capacité à mobiliser le plus grand nombre et à changer les choses? Donc peut-être, Chabou, si tu peux rebondir sur cet aspect. Ok, je parlerai moi après, désolé.
Deux choses. On a commencé en disant nous venons d'horizons différents, heureusement, parce qu'il y a ici 4 hommes. Je voudrais prendre le contre-pied, dire que nous avons beaucoup de points communs. Nous sommes tous les 4 blancs, dans un âge médian, probablement issus de classes moyennes supérieures, avec, j'imagine que vous êtes sur Paris pour la plupart d'entre vous. Bref, on pourrait faire une liste comme ça. Et donc, c'est pour moi très important de le rappeler. De le dire et de se questionner aussi du pourquoi. Alors ça, après, j'en sais rien, mais au moins y penser et le dire. Pour la question plus terre-à-terre de l'objectif, avec notamment ce qui s'est passé donc, à la Rio au mois d'octobre, je crois que vous devez parler du coup, vous devez parler de l'action qui va avoir lieu devant l'Assemblée nationale, c'était bien ça? J'ai noté que c'était au boulevard Saint-Germain. Alors, Ouais. je vois C'est une absolument action pas où au ministère de l'écologie, en fait, au C'était devant le ministère. ministère de l'écologie. Oui. C'était bloqué tout le boulevard. Ah où il y oui, avait le ministère de l'écologie et qui a, pour le coup, été bloqué très rapidement. ouais, je vois. En fait, cette question-là de réussir ces actions ou autres, en fait, ça dépend juste de l'objectif de l'action. Si on souhaite bloquer la rue pour empêcher la circulation sur la rue, le blocage physique peut être une chose, on peut ramener des armlocks, donc du mobilier spécial. On peut se dire, OK, la nuit, on sort le marteau-piqueur et on détruit la route. Il y a plein de possibilités, en fait. Il faut garder à l'esprit qu'on est dans une logique de désobéissance civile et que, par conséquent, on souhaite influencer l'opinion publique pour faire évoluer la loi. C'est l'essence de la désobéissance civile, en fait, de vouloir faire évoluer la loi. Et donc, l'objectif premier n'est pas forcément uniquement le blocage, mais par exemple, ça peut être la communication sur l'enjeu, sur l'inaction des politiques, sur l'aspect symbolique de la chose. Ça peut ou pas, hein. Je n'étais pas coordinateur de l'action, donc je ne peux pas en parler. Mais donc c'était ça en fait. Et c'est ça pour toutes les actions en fait. Pour moi, il n'y a pas assez cette question dans les milieux militants de qu'est-ce que l'on veut concrètement. De manière générale, bon, on veut tous un avenir meilleur. Voilà, pour tous les mouvements féministes, écolos ou autres, un avenir meilleur, ok. Nous, on est sur un avenir durable avec des étés où il n'y aura pas trop de canicules. Mes grands-parents commencent à être vieux, j'y tiens un peu à eux, donc si on pourrait arrêter ça, c'est chouette. Donc, juste la question de l'objectif. Des actions ponctuelles peuvent avoir juste un objectif de communication, d'initiation de nouveaux militants qui ne sont pas formés. Du coup, on va faire une première action sur un enjeu avec des faibles risques juridiques pour que les militants soient en confiance. On peut interpeller les politiques. Du coup, on va faire une action devant le ministère de l'écologie, voilà, pour être vraiment sur le terrain. Donc après, l'efficacité, si on veut du coup vraiment voir qu'est-ce qui est efficace, c'est simple. Là, on regarde la courbe de CO2 en émission et on voit qu'on a été beaucoup moins efficace que le Covid et que depuis 50 ans, on est mauvais. Depuis 50 ans, les émissions, elles n'ont pas cessé d'augmenter. Le vivant, il n'a pas arrêté de mourir pour autant. Donc oui, non, il y a un constat. Pour moi, tout ce que l'on fait actuellement ne porte pas ses fruits ou pas assez. Par contre, si on est un peu moins physique-chimie et qu'on regarde un peu dans ce qui se passe autour de nous, on voit qu'il y a une évolution dans les mentalités. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça peut être, je pense, un moteur pour ensuite amener des actions et faire grossir le mouvement. Voilà, Benjamin. Oui, pardon, je me permets de prendre la suite, Pauline. Bon, Chabou, une fois de plus, je suis d'accord avec toi sur beaucoup de choses. Je suis navré, on ne crée pas de désaccord, mais non, mais tu es revenu sur le premier point qui est extrêmement important, que autour de cette table, nous sommes des blancs occidentaux d'une bonne situation, bonne santé. Je pense que la plupart des gens qui écoutent aussi, car c'est une réalité. Aujourd'hui, se préoccuper des enjeux environnementaux est un luxe. Des personnes qui sont dans une difficulté sociale aujourd'hui se préoccupent plus de remplir leur frigo et de savoir comment ils vont finir le mois que de savoir comment ils vont réussir à sauver la planète, entre guillemets, si je puis dire. Donc oui, aujourd'hui, c'est un luxe. Et ce qui est assez fou dans ce constat-là, c'est que c'est beaucoup de personnes qui ont un luxe encore plus élevé qui ne se posent pas ces questions-là. C'est-à-dire que des personnes qui auraient le temps, l'argent
et toutes les possibilités pour avoir un impact beaucoup plus fort qu'un jeune étudiant qui va se lever un dimanche matin à 10 h pour aller bloquer une rue ou 40 personnes qui vont aller nettoyer une plage au fin fond de la Méditerranée, ces personnes-là, pour la grande majorité, ne se posent pas une seule seconde ces questions-là. Et ça, c'est une réelle problématique. Ça, c'était pour le premier point. Ça me semblait aussi important d'en rajouter un peu plus. Et pour l'aspect de l'efficacité des actions, je suis aussi d'accord sur le fait de quel est l'objectif des actions. Je sais que par exemple, avec le mouvement Clean Walker que j'ai mis en place il y a un peu plus de 2 ans, le but, il est très simple, c'est juste à travers une action plus basique, on ne peut pas, qui est de ramasser des déchets partout où ils se trouvent, parce que malheureusement aujourd'hui, notre mode de consommation et de mode de vie se trouve de partout dans nos milieux naturels. Et ben juste de par cette action, prendre conscience de l'impact qu'on a et prendre conscience de notre mode de vie qui n'est pas le bon. Donc après, ça dépend de l'objectif, absolument. Et je rajouterai sur le dernier point, qui est que oui, aujourd'hui, rien n'est efficace, parce que le constat est fait, tu l'as bien dit, Chabou, que la biodiversité disparaît encore plus, que les émissions de CO2 ne baissent pas pour autant. Mais pourquoi, selon moi, on en est là? C'est parce qu'il y a une très légère partie de la population qui agit et qui fait des choses concrètes. Aujourd'hui, une société se constitue de ses citoyens, mais aussi des entreprises, du pouvoir politique, du pouvoir public. Aujourd'hui, très peu d'entreprises font des choix très forts et très importants pour que des choses changent. On voit qu'au niveau politique, c'est absolument le même constat. On a eu des exemples dernièrement avec la Convention citoyenne pour le climat et autres. Donc, comment pourrait-on espérer qu'il y ait des changements majeurs et qu'il y ait des actions efficaces quand on voit que les choix qui sont faits par rapport à ça et les décisions sont à hauteur de l'exemple qui a été donné tout à l'heure, qui est qu'on décide de préserver 30% de la biodiversité d'ici 2030. Ça me fait rire nerveusement parce que c'est d'une tristesse folle. C'est d'une tristesse folle qu'on en soit aujourd'hui à faire du politiquement correct, du lisse et une nouvelle fois, comme on le fait depuis de bon nombre d'années, bah, écoutez, on va faire notre part, on va faire 20%, puis on annonce 20, mais on fera 10. Comme ça passe, et puis après, on est tranquille, et puis on arrive en 2040, et on fait « Oui, mais moi, j'ai fait mes 10% avant, donc on est bon. » Donc voilà, tant qu'on fera des choix comme ça, ça n'avancera pas, et je pense qu'il n'y aura pas d'actions qui auront un résultat concret. Donc aujourd'hui, je pense que la plupart des personnes qui agissent, que ce soit Extinction Rebellion ou toutes ces initiatives-là, je pense que la plupart de ces gens font ce qu'ils peuvent en fait, font ce qu'ils peuvent et ce qu'ils peuvent à leur échelle avec leur temps et se disent ben ok, je mets tout ce que j'ai là-dedans, mais tant que les autres parties de la société ne prendront pas le pas de tout ça, ben, il n'y a rien qui bougera malheureusement. Voilà. Merci beaucoup Benjamin, merci pour vos 2 interventions qui, je trouve, posent la question de la définition de l'efficacité. Comment on mesure l'efficacité? Est-ce que c'est en termes de conscientisation? Est-ce que c'est en termes de le fait de mitiger, de réduire les émissions? Ou est-ce que c'est par rapport à la réponse des institutions? Donc je vais peut-être interroger Patrick Degeorges sur ce point, l'efficacité du côté des institutions. Est-ce que les institutions sont en train de changer en réponse? Ça peut être un moyen aussi de rendre compte de cette efficacité. Et donc voilà, Patrick Degeorges, si vous pouvez intervenir sur ce point et peut-être développer l'aspect que vous voulez. Merci. Merci Pauline. Je disais que c'est de la question de l'efficacité. C'est vrai que là, en réfléchissant un petit peu à la question, je regardais un petit peu, avant ce débat, là, dans l'heure qui précédait, j'étais en train de surfer sur Internet et je regardais un petit peu ce qui était dit sur les Friday for the Future, le mouvement des grèves climatiques. Et j'ai appris que Climate Strike était devenu le mot de l'année en 2019 pour le Collins et le Dictionary en anglais. Parce que c'était le terme qui avait été le plus prononcé, le plus utilisé, donc il rentrait dans le mot de l'année, la nouvelle expression. Donc il y a quand même quelque chose qui se passe au niveau des usages du langage, ne serait-ce que dans les usages et dans de nouvelles façons, disons de nouvelles
presque de nouveaux rituels aussi sont désignés. Presque, voilà, il y a quelque chose ici qui se passe, qui est intéressant. Donc, c'est-à-dire, donc, ce serait faux de considérer que les mobilisations qui se sont intensifiées dans les années 2017, 2018, les grands mouvements portés par le climat pour les jeunes n'ont rien fait. Donc là, il y a une efficacité, je pense, sociale. Mais pensez comment cette action des jeunes, cette action-là peut en fait produire du changement social et le type de changement radical dont on est en train de parler et dont on a besoin. Moi, je n'en ai pas la théorie et je pense que les institutions non plus n'en ont pas la théorie. Les institutions existantes non plus n'en ont pas la théorie. Et on peut remarquer que même si les premières conventions, disons, si la Convention des Nations Unies pour le climat a fait place pour la première fois à un sommet des jeunes, je crois que c'était en 2019, enfin, il n'y a pas si longtemps, en 2019, je crois, justement la même année, c'était purement symbolique, c'est-à-dire que ça, par rapport aux négociations, ça reste quand même quelque chose qui est sur le côté. Donc, au niveau des institutions internationales, il y a bien une reconnaissance. Il y a des mouvements pour les jeunes, des Youth Climate. C'est très facilement accessible de lister tout ce que, disons, les initiatives qui ont été mises en place et qui sont aussi des effets de prise en compte de ces mouvements de mobilisation à l'échelle globale qui ont été un peu dans le sillage de Turnbull. Donc, il y a une prise en compte, mais ça reste quand même essentiellement symbolique. Clairement, ça n'a pas courbé, comme tu l'as dit, Benjamin, ça n'a pas eu d'impact sur la courbe des émissions. Le Covid a fait beaucoup mieux, et encore pas pour longtemps, puisque là, on est en train de rattraper les retards pris en termes d'émissions pendant l'année 2020, quoi. Et ça, c'est assez inquiétant. Donc, du coup, je suis assez d'accord sur le fait qu'il y a une difficulté de reprise, et on l'a vu aussi au niveau de déclarations, même en France, par rapport au mouvement de grève des étudiants ou des jeunes par rapport à la reprise par rapport à l'école, etc. Bon, même malgré quelques déclarations de notre président, il n'y a pas eu vraiment du tout de prise en compte disons, à travers disons, de la politique climatique. Il n'y a pas eu de transformation radicale, et on l'a vu avec la Convention pour le climat. Il y a beaucoup de déceptions. Donc la question, elle va se poser sur la capacité des institutions à mettre en œuvre des changements radicaux qu'elles ne sont pas faites pour conduire, puisqu'elles sont faites pour reproduire un certain état, un certain statu quo. Donc du coup, ici, cette question de la radicale transformation des institutions, c'est ce qu'on appelait avant la révolution, quoi. Donc, donc la question, elle risque de se poser en ces termes-là, parce que les institutions existantes, confrontées à ce type, disons, de sollicitation, sont confrontées à leurs limites fondatrices, c'est-à-dire qu'il faudrait les refondre totalement. Et ça sur ce point-là, c'est un débat qui excède la question de la mobilisation de la jeunesse, mais qui est clairement lié à un point que Chabou a noté, c'est que dans toutes les questions de mouvement des jeunes, et c'est très lucide de ce côté-là, les jeunes n'ont pas accès aux situations décisionnelles. Actuellement, il est remarquable que ce soit, à part en France peut-être, mais que le président des États-Unis est quand même presque 80 ans. On voit quand même, c'est quand même hallucinant, on voit les pouvoirs ici qui peuvent faire une différence sont vraiment dans les mains d'une autre génération, d'un autre temps. Et donc ici, c'est la même chose au niveau de nos institutions. On a un vrai souci ici qui est lié à qui occupe un problème générationnel dans le fait de pourvoir les postes décisionnels au sein des institutions. Et les jeunes n'ont pas accès à ça. Et c'est lié aussi à ce qu'on va discuter peut-être dans la troisième question sur les problématiques des systèmes éducatifs. Donc, je ne vais pas développer ce volet-là. Je vais juste revenir sur un autre point que vous avez posé en termes de questions. Un point que vous avez soulevé, c'était pour penser l'efficacité. C'était la question finalement des échelles. C'est-à-dire, à quelle échelle agit-on? C'est-à-dire, on peut très bien imaginer qu'il y ait du contenu et d'efficacité pour des actions à l'échelle locale ou régionale de mobilisation tirées par des mouvements de la jeunesse. Mais comment est-ce que ça peut faire une différence pour un problème global? Alors, on pose des questions comme ça. Est-ce qu'elles sont pertinentes quand elles sont posées comme ça, ces questions? Est-ce que la question des échelles, quand on va distinguer, on va dire le climat, c'est un problème global, la destruction de la biodiversité, c'est un problème global, mais il n'y a pas vraiment de possibilité d'agir sur ces enjeux-là parce qu'on est limité dans des capacités d'action à l'échelle locale. Je pense que le problème est mal posé s'il est posé comme ça. Donc, il s'agit d'inventer un nouveau récit et une nouvelle façon de connecter les échelles. Et je pense que ça, on peut y travailler avec les jeunes. On peut travailler à faire émerger cet autre récit-là. Et ça, ce serait un chantier sur lequel on pourrait travailler, parce que je pourrais donner des pistes, on pourrait en discuter. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qu'on devrait mettre au programme de travail de nos institutions d'enseignement supérieur. Comment repenser le récit qui permet de retisser un sens d'action politique, disons, significatif, pertinent,
malgré au travers de ces échelles, de façon transcalaire. Et ça, c'est un enjeu pour redéfinir l'action politique de la jeunesse, peut-être porter une théorie aussi sociale du changement. Donc, je pense qu'il y a aussi un axe qui pourrait être développé par là. Et puis après, d'un autre côté, je dirais que effectivement, moi, j'avais travaillé au ministère de l'Environnement sur les politiques d'adaptation au changement climatique. C'est des politiques qui sont développées en général dans des cadres qui les rendent, qui en sabotent, disons, le potentiel dès le départ, puisqu'elles sont sectorialisées à travers les contributions des différents ministères. Et donc, l'idée d'une vision transversale et d'ensemble de refonte de l'approche et de transformation des politiques publiques qu'il faudrait pouvoir porter est un peu neutralisée par la façon dont elle est construite. Mais j'ai remarqué, en tout cas, et je ne sais pas si ça a changé depuis, que jamais les jeunes n'étaient mobilisés dans le design de ces politiques ou dans la conception de ces politiques. C'est quand même intéressant de voir comment, au moins dans les dispositifs de politique d'adaptation au changement climatique, on pourrait mobiliser ici des contributions. Ce serait peut-être une façon de faire quelque chose, disons, qui irait dans le sens de l'efficacité, ou en tout cas qui obligerait à changer un peu de point de vue dans la façon de définir les problèmes auxquels on est censé apporter des réponses dans ce cadre de politique publique. Et enfin, je ne suis pas tout à fait d'accord, alors il fallait mettre un peu de désaccord sur l'idée du luxe. L'idée que en fait, l'écologie politique serait un luxe des nantis. Alors, parce que il y a un lien quand même entre la précarité et le fait d'être exposé à des environnements malsains, en général, à des environnements qui sont, disons, souvent pas très bons pour la santé, pour le dire comme ça. Et je pense que souvent on a tendance à déconnecter les enjeux de la santé, je dirais, des personnes et les enjeux de la santé environnementale. Or que c'est tout le temps. Aujourd'hui, il suffit d'ouvrir le journal pour voir qu'ils sont inséparables. Et je pense que peut-être avoir une approche des luttes sur, disons, des engagements des politiques qui permettrait de montrer que lutter pour avoir un système mieux représentatif et plus responsable par rapport à la situation de la jeunesse qui est la plus exposée aujourd'hui, qui sont victimes finalement des choix que nous faisons et que nous ne faisons pas, ou que nous ne faisons pas. Donc, travailler sur la santé sociale à ce niveau institutionnel, travailler sur la connexion entre santé des personnes et santé environnementale, montrer qu'il y a une interrelation entre ces différents sujets, ça permettrait peut-être justement de mieux faire émerger un récit et donner voix à ceux qui n'ont pas le luxe de l'exprimer. Je dirais que c'est plutôt le luxe de ne pas pouvoir s'exprimer que de considérer que c'est un luxe de s'en occuper. Voilà. Parce que si on regarde les migrants climatiques, les centaines de milliers ou les millions de personnes qui sont dès aujourd'hui affectées par le changement climatique, on voit que ceux qui sont en première ligne ne sont pas les plus nantis et s'expriment sur le sujet, mais on ne les écoute pas, on ne les relaie pas. Oui, voilà, c'est bien que tu réagisses, Benjamin. Oui, je vais m'arrêter là, comme ça je te laisse réagir. Non, mais je me permets en 30 secondes parce que moi, j'associe totalement ces deux choses-là et ça a déjà été fait justement sur le terrain ou sur certaines manifestations, sur certains mouvements, l'idée de fin du monde et de fin du mois était associée et ce qui a permis justement, comme tu es en train de dire, de faire émerger ces choses-là. Et que le fait des problématiques environnementales était totalement lié aux problématiques sociétales de difficultés de terminer ces fins de mois et de difficultés aussi de vie, tout simplement, des problèmes de santé, problèmes de logement et autres. Tout ça est évidemment lié. Mais une fois de plus, le constat qui a été fait, c'est pour ça que je faisais le lien avec le point d'après, c'est que même en associant ces deux problématiques-là qui associent donc entre guillemets deux mondes différents, donc deux entités de personnes totalement différentes, on voit que l'impact n'a pas été là non plus, au point de vue, parce que l'impact, ce serait que ça bouscule des choses sur l'aspect des entreprises et sur l'aspect politique. C'est quand même l'objectif parce que c'est les constituants du reste de notre société. Et on voit qu'aujourd'hui, l'impact n'est pas là. Donc la question qui se pose souvent après ce genre de choses dans le milieu de ces actions-là, c'est que faire de plus? Que faire de plus? Comment bouger ces lignes-là? Si même en assemblant ces idées-là, comment les bouger plus encore? C'est la question que je me pose. Ben, voilà. Il y a Chabouk qui veut réagir. Oui. Excusez-moi de vous interrompre, mais il y a encore Yann qui doit parler et le temps passe, donc très court. Très court. Pour donc rebondir là-dessus, pour moi, la réponse, c'est élargir les luttes. Mais je pense que ça doit être extrêmement complexe. Je pense par exemple à la manifestation qu'il y a eu avec Alternativa et le collectif Adama.
quand on regarde les réactions qu'il y a eu, où il n'y avait pas de liens qui ont été faits, en tout cas par les sympathisants, entre les violences policières, la situation des militants écologistes, etc. etc. Et pour moi, c'est en appuyant sur ces onglets-là, et pareil, on parle de la jeunesse, mais en fait, chez la jeunesse, les questions de féminisme et de LGBT est beaucoup plus présentes, et c'est énormément lié aux enjeux écologistes. Donc voilà, c'est juste pour élargir. Merci Chabou. Donc, Yann, si vous voulez intervenir, rebondir sur la question de l'efficacité, Oui, sur les points précédents. il y a beaucoup de choses qui ont été dites et je vais essayer de me situer dans le prolongement de ce qu'a dit Patrick. Parce que nous, on est sur une position extérieure au mouvement. Alors, on comprend totalement le constat d'inefficacité d'un point de vue militant. Ça, c'est évident que lorsqu'on pose les enjeux de son action politique à un tel niveau, puisqu'il s'agit ni plus ni moins de décarboner l'économie, de changer notre rapport à la nature, à l'échelle de l'ensemble de la société, évidemment, on est obligé de faire un constat terrible d'inefficacité. Moi, je dis qu'il est, même si c'est inacceptable d'un point de vue des alertes scientifiques, il est trop tôt pour faire le bilan de ce mouvement. Enfin, faut imaginer un mouvement qui essaye de sortir d'une crise de l'action publique en matière d'écologie qui date des années 70. Il y a globalement, disons une séquence qui part pour réduire des années 90 jusqu'à l'accord de Paris, dans lequel l'horizon d'action du mouvement écologique était organisé autour d'un triptyque. Écouter les scientifiques, parce qu'on pense qu'ils peuvent influencer les politiques. 2, un cadre international de négociation de l'action écologique. 3, un développement des éco-gestes, un développement de la responsabilité sociale des entreprises et sociale et écologique des entreprises. Le constat en 2015, c'est que ces 3 plans d'action sont en crise majeure, et quelque part, l'arrivée de Trump, ça n'est que la symbolisation politique de l'inefficacité de ce triptyque au cours des 20-25 années qui ont précédé les accords de Paris. Et les accords de Paris en tant que tels étaient c'est terrible à dire, mais même dans leur ratification, la ratification des États-Unis était déjà problématique puisqu'ils n'enthousiasmaient plus et les gens ne voyaient pas comment est-ce que cela pouvait conduire, les associations ne voyaient pas comment est-ce que cela pouvait conduire à une réduction du carbone. Le mouvement climat, les associations qui se déploient, les actions tentent depuis 2018 en France globalement de trouver un nouvel horizon d'action qui acte la difficulté rencontrée par l'ancien régime d'action. Et donc, dans une période 2018-2021, avec le Covid au milieu, ils cherchent les moyens de constituer une nouvelle conflictualité qui met au cœur, contrairement à l'ancienne phase, qui met au cœur la question de la responsabilité politique. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que ce sont des gens qui pensent que les éco-gestes au quotidien ne servent à rien, mais simplement le cœur du mouvement considère qu'il y a une responsabilité de l'État, une responsabilité politique, et que quelque part, elle a été au cours de la période précédente, elle est passée au second plan. Et tout l'objectif du mouvement est de recréer cette conflictualité vis-à-vis de l'État. Il est trop tôt pour faire un bilan. Il est trop tôt. Alors, je sais qu'on n'a pas le temps et que sans arrêt, le mouvement considère qu'il faut... mais il est bien trop tôt pour faire un bilan, puisque le programme que se fixe cette diversité d'actions est un chantier immense. Alors, je vais dire quelque chose qui va être contre-productif. Mais si je fais un peu de socio-histoire et que je prends les travaux de Michel Perrault sur l'invention de la grève et le mouvement ouvrier, c'est 1880, le Front populaire, c'est 1936, la sécurité sociale, c'est 1945. Bon, le mouvement ouvrier a dû probablement, et c'est certain, penser qu'il était en échec permanent pendant toute cette période. Je sais bien que nous n'avons pas les 50 ans de délai mais de là à faire un bilan négatif
au bout de 3 ans, je dis, c'est peut-être manquer un peu d'endurance. C'est un tout petit. Et je sais bien qu'il y a les burn-out militants, etc. Mais il faut aussi acter que la reconfiguration de l'action et de l'interpellation politique, elle, dans sa nouvelle forme, je crois qu'elle est relativement nouvelle, et elle essaye de renégocier quelque chose de très profond. Et de ce point de vue-là, ça va être passionnant. On a un problème, c'est que le Covid arrive exactement à cette période-là. Donc, je dis 3 ans, mais en vrai, on a 1 an et demi seulement. Donc, j'inviterai les associations à essayer de réfléchir à cette échelle-là, même si la question de délai doit nous faire revoir les enjeux de temporalité et d'évaluation. La nouvelle forme du mouvement écologique est, à mon avis, et la façon dont elle essaie de se départir des impasses passées en recréant une conflictualité, en émettant la question de l'interpellation politique au cœur de son discours, c'est relativement, à mon avis, nouveau. Du moins, c'est une nouvelle phase qui s'ouvre. Merci Yann. Je tiens à saluer la référence, notamment pour nuancer un peu cette idée de bilan négatif, au récit et aux modifications du langage qu'on observe actuellement dans les termes qui sont employés pour parler du changement climatique. Il y a du changement à cette échelle-là, donc s'il n'y a pas encore de résultats en termes de réduction d'émissions, il y a au moins un changement en termes de mentalité qui se reflète dans le langage. Voilà. Merci à vous 4 et je laisse la parole à Lucille pour la dernière table ronde. Merci Pauline. Moi j'ai retenu une expression de Chabot qui disait « si on n'est pas trop physique-chimie, il y a quand même des choses qui sont positives ». Et ça, j'ai trouvé que c'était une expression déjà assez géniale, parce qu'être trop physique-chimie, c'est vrai que ça peut être déprimant, même si évidemment j'adore, comme tout le monde, physique-chimie, mais comment on mêle ça au mot, au récit, c'est aussi un point essentiel. Donc notre dernier moment, c'est un moment sur la question des institutions, et en vous écoutant, je me disais qu'il avait été très peu question des institutions depuis 1 heure, comme si, d'une certaine manière, la seule manière de faire exister vraiment l'écologie avec un espoir, c'était de les ignorer ou de dire qu'on était contre l'État ou de dire qu'on était contre les institutions. Or, vous savez que ce soir, nous avons une espèce d'ambition qui est de parler aussi de la transformation des institutions. Et je voulais rappeler qu'il y a des éléments d'espoir, c'est-à-dire que lorsque l'affaire du siècle ou le recours de Grande Sainte arrive devant le juge administratif, certes, on peut dire ce qui est l'élément d'espoir, c'est la pétition à 2,3 millions de personnes. Et moi, je trouve que l'élément d'espoir, par exemple, c'est que le Conseil d'État ou le tribunal administratif disent que les choses ne sont pas jouées à l'avance. Alors, ce sont des jugements qui ne sont pas encore rendus, dans lesquels il y a, à l'évidence, on attend des compléments d'information, mais ça signifie qu'aujourd'hui, il y a une transformation. L'État n'est plus Léviathan, il doit rendre des comptes, et c'est singulièrement sur la question écologique que ça se joue. Et ça, c'est essentiel, c'est-à-dire que dans un pays comme la France, où l'État, c'est la puissance publique, cette question de la transformation de la relation à l'État et de la façon dont l'État peut répondre me semble aujourd'hui plutôt en marche. La deuxième chose que j'aimerais qu'on voit dans ce dernier moment, c'est cette question de temporalité et d'échelle qui ont été abordées notamment par Yann et par Patrick, parce que lorsque vous avez parlé au fond de efficace, ça dépend au fond de l'objectif de l'action. Moi, j'ai envie de dire que l'objectif de l'action, c'est de transformer le projet de société et de transformer le contrat social. Ce n'est pas seulement d'être devant le ministère de l'écologie ou d'empêcher la fast fashion. Donc, si on se met un objectif d'action très ambitieux, assez macro, qu'est-ce qui se passe et quelles sont les temporalités qu'on peut viser? Ça me semble un point important. On voit bien qu'aujourd'hui, cet enjeu de temporalité, il est tout le temps, il se confronte tout le temps à la question de l'urgence, ce que nous ont dit les scientifiques, on a 10 ans pour changer, etc. Et on sait que changer les démocraties, changer les institutions, c'est plutôt du temps long. Est-ce qu'on peut imaginer de précipiter le changement institutionnel? Et est-ce que pour cela, il ne faut pas trouver au sein même des institutions des points d'appui ou trouver des alliances qui ne soient pas seulement de faire une action au sens très local du terme? C'est un enjeu que j'aimerais qu'on examine ensemble. Et puis évidemment, on voulait mettre l'accent avec Patrick notamment sur la question de la transformation des savoirs, la façon dont aujourd'hui l'écologie, la transformation écologique pourrait être vraiment intégrée, traitée dans les savoirs. Bon,
on peut traiter de ça aussi, mais il faudra faire des choix parce qu'il faut parler en 5 minutes. Voilà. Vous m'avez passé la parole? Donc, allô? Je crois que vous avez la parole, oui. Ah oui, c'est parce que j'entendais plus. En fait, c'est ça. Je crois que c'est à vous. Je me permets d'intervenir, mais je crois que c'est à vous. Ah, mais c'est parti. Merci beaucoup. Merci. J'ai beaucoup de points que vous avez soulignés là, Lucille, pour 5 minutes. Ça fait beaucoup de points, mais je vais essayer de répondre à certains. C'est vrai que j'avais proposé de faire un retour en position de témoignage un petit peu sur ce dernier rapport avec les institutions, parce que j'ai travaillé au ministère, j'ai travaillé aussi dans les institutions académiques qu'on a essayé de changer, mais je pense que Yann pourra aussi témoigner de la difficulté de changer certains types d'institutions académiques, et ce sera bienvenu. Et je voulais revenir sur ce que Yann a dit à propos de l'interpellation de l'État. Et je pense que c'est un point très important parce que c'est vrai que quand on regarde le discours de Fernberg, le discours des mouvements de la jeunesse, qui est mis en avant, c'est le principe de précaution comme principe de responsabilité. Et les méchants dans l'histoire, c'est les représentants des États au niveau des négociations et les États qui ne prennent pas, ceux qui sont élus au niveau des États, qui prennent pas en compte le désastre qui est en cours, bien qu'ils le sachent. Et ça, c'est la force de ce discours-là, parce que là, tout d'un coup, on rappelle l'État la signification de sa légitimité, qui est de protéger et assurer la sécurité des biens et des citoyens, qu'il ne fait manifestement pas dans le contexte actuel qui est le nôtre, parce qu'il ne prend pas, il rend les catastrophes inévitables en ne prenant pas les mesures qu'il doit prendre aujourd'hui, ou en ne les ayant pas pris depuis les années 70 ou 80. On le sait aujourd'hui. Et ça, je pense que c'est la grande, disons, ça va être le levier de transformation sur lequel on peut imaginer que des changements peuvent se précipiter. Ça m'a fait penser au cas porté justement par les jeunes, et là les écoles secondaires, primaires et secondaires aux États-Unis, de Juliana versus the US government, qui est toujours au niveau, qui est toujours en traitement, il faut dire ça comme ça, au niveau de la Cour suprême des États-Unis, dans lequel le gouvernement américain est poursuivi par les jeunes, les jeunes générations, qui se positionnent pour leur dire finalement, vous êtes responsable d'avoir rien fait depuis les années 70, alors que vous saviez très bien les conséquences que ça pouvait avoir. On a les preuves que vous le saviez et vous n'avez rien fait. Et du coup, ce qui est remarquable, c'est de regarder le niveau de mobilisation qu'il y a eu pour pouvoir étouffer l'affaire, la résister ou la repousser. On voit ici effectivement, il y a un levier ici de transformation qui peut permettre de passer des échelles aussi, à travers la façon dont le cas est remonté d'une école primaire de Eugene, en Oregon. C'est intéressant de voir cette histoire. Jusqu'à la Cour suprême, jusqu'à des déclarations en 2019 disant que c'était le procès du siècle par Naomi Klein au moment, et la reconnaissance de ces enjeux, particulièrement au moment où Trump se retirait des accords de Paris. On peut voir ici une action transcalaire qui mériterait d'être, disons, une source d'inspiration pour les questions que vous avez posées là. Tout simplement parce que ça a créé une réaction disproportionnée, on pourrait dire, au niveau du système américain, des réactions du président des États-Unis, des efforts pour saboter l'avancement de l'affaire, c'est remarquable. Donc là, ici, je pense qu'ici, il y a un levier qui est très intéressant à regarder par ce biais-là. Et parce que vous intensiez aussi, Lucille, vous parliez de la transformation du contrat social. Mais c'est vrai que par rapport à ça, ça m'a fait penser à Michel Serres, 1990, le contrat naturel, quand il dit que nous sommes face à une catastrophe telle que nous devons modifier sans attendre, hein, sans retard, nos coutumes, notre économie, notre système politique, et mettre en place donc une profonde transformation de notre contrat social en prenant en considération dans le contrat social les êtres de nature, les entités naturelles, les éléments, et leur donnant une égalité de droit. Et comme Michel Serres, je me souviens, en septembre, avant sa mort, il y a 2 ans, a écrit une préface, écrit une postface, si on veut, au contrat naturel, qui était sorti en 90, eh bien, il insiste, c'était le terme, il insiste encore là-dessus, en expliquant que ceux qui l'ont traité de fou à l'idée de donner une égalité de droit, commencent à comprendre aujourd'hui que ce sont des modes d'action, en fait, il n'y a peut-être pas d'autre chemin pour transformer nos sociétés. Et on le voit aujourd'hui avec les mobilisations autour du polo et de la représentation interspécifique, les mouvements des terrestres qu'on voit se mettre en place, les revendications autour des droits de la nature dans différents pays. C'est-à-dire ici, via le droit et via la possibilité de redéfinir finalement de nouveaux types de sujets de droit, il y a des possibilités de modes d'action de transformation institutionnelle pacifique
mais radicaux, parce qu'ils s'inscrivent dans un autre paradigme, une autre compréhension de ce que c'est la signification d'une vie bonne et du rôle de l'État qui sont en train de se mettre en place. Ici, on redéfinit le rôle de l'État. Dans le cas d'un contrat naturel, l'État, effectivement, n'a pas vocation à atténuer les actions humaines pour sauvegarder 30% ou 10% de la biodiversité. Il a vocation à régénérer et à préserver les écosystèmes dont dépendent la santé et la survie des sociétés qui le constituent. Et ici, on a bien une redéfinition complète du rôle de l'État et qui est à l'envers du paradigme néolibéral dans lequel on est aujourd'hui. Donc, on voit bien que par le droit ici, je pense qu'il y a des possibilités d'action tant que l'État, disons, répond à l'interpellation, dans la situation d'interpellation dans laquelle on est, cela nous donne un espoir de pouvoir avancer. Parce que c'est vrai que tout va dépendre de la façon dont l'État va répondre à cette interpellation et donner la capacité d'avancer par le droit. C'est bien ça l'enjeu. Et on voit bien avec la crise de la pandémie Covid qu'on est confronté à une situation de, de réaction sécuritaire, c'est-à-dire au lieu de réagir par une logique d'une compréhension transformationnelle du principe de précaution, et au lieu de faire du principe de précaution un principe de transformation socio-écologique de nos sociétés, et de libérer les possibilités d'expérimentation, c'est-à-dire en ouvrant des possibilités d'alternatives à différentes échelles, on est confronté à l'inverse, c'est-à-dire une logique de contrôle et de sécurisation modulée, certes, adaptative, une gestion adaptative du risque, qui est tout le contraire des logiques de transformationnelles qui nous permettraient de réduire les vulnérabilités à différentes échelles. Et ça je pense que c'est le réinvestissement du principe de précaution que vous avez souligné, Yann, et c'est un enjeu qui remonte ici avec les mouvements de la jeunesse, et montrer que le principe de précaution est un principe d'expérimentation et de transformation. C'est ça qui pourrait être peut-être un élément ou un vecteur, disons, qui permettrait de porter ces nouveaux récits dans lesquels on est engagé aujourd'hui. Et maintenant, pour terminer, je ne sais pas s'il me reste beaucoup de temps, mais je voulais témoigner en 2 mots de mon expérience dans le cadre du ministère, et ça, je vais la mettre de côté parce que c'est très trop long et un peu déprimant pour vous tous, je pense. Mais en revanche, pour ce qui est du ministère de la Transition, j'entends, qui s'appelle aujourd'hui de la Transition. Mais je vais revenir par rapport à l'école normale supérieure des Lyon, qui a tenté de mettre en place un curriculum anthropocène pour repenser un petit peu les enjeux de l'enseignement supérieur et voir si on ne pourrait pas transformer certaines choses dans les façons de transmettre les savoirs. Parce qu'on est aujourd'hui confronté quand même à une situation au niveau, une crise, que vous avez noté Yann, aussi une crise des institutions universitaires, une crise de l'institut de l'enseignement supérieur qui est remarquable. Et cette crise-là, elle est liée au fait que si on prend cette problématique sous cet angle de la jeunesse, il n'y a quasiment aucune prise en considération d'anxiété climatique. C'est-à-dire que quand on vous dit que vous êtes adolescent ou même vous avez 15 ans et on vous dit, ou 12, 13 ans, que le monde va finir dans pas longtemps et vous lisez ça tous les jours dans le journal, il faut qu'on puisse vous aider et vous accompagner dans la prise de conscience émotionnelle de ce que ça signifie. Donc il n'y a pas de dimension d'initiation ici. Il n'y a pas de travail qui permet de montrer comment cette compréhension peut aider peut se traduire concrètement dans une autre façon d'agir ou peut prendre un autre sens si on change de paradigme d'interprétation. Ici, il n'y a pas du tout ce travail-là qui est fait en accompagnement dans les universités. On a essayé de le mettre en place et ça n'a pas pu durer plus d'1 an et demi à Normal. Ils l'ont rejeté parce que ça n'a pas pris, bien que tous les étudiants étaient présents, mais il y a une résistance de l'institution. Et ce qu'on voit aussi, c'est que plus la crise se manifeste au niveau de la légitimité des enseignements, plus ils ont tendance à se replier sur une inadéquation qui les condamne, c'est-à-dire à se replier sur la transmission de savoir, de discipline, de formation à des métiers ou à des horizons qui sont condamnés ou qui n'auraient plus lieu d'être parce qu'ils sont dépendants d'un certain mode de développement et d'utilisation d'énergie fossile. Donc ici, il y a un manque de réflexivité systémique qui dans l'institution, et une incapacité au sein de l'institution de traiter ces questions-là, puisqu'il y a un repli sécuritaire, comme on a pu le voir en général dans la société, un repli sur le contrôle. Et ça, je pense que c'est un enjeu qui serait un enjeu à mettre au travail, parce que je pense qu'il y a des alliances très fortes possibles entre les corps enseignants, les enseignants et les étudiants autour de cette transformation de l'institution. Ça, c'est sûr. Et donc, ce type d'alliance-là devrait être travaillé. Maintenant, je m'arrête là parce que j'ai parlé trop longtemps, mais j'ai essayé de couvrir un peu les différents sujets. Merci, Lucie. Merci Patrick, merci d'avoir au grand galop couvert tous ces sujets, c'était super. Benjamin, je voulais vous faire réagir par rapport à cette question des institutions, parce qu'on a tous l'idée qu'au fond, quand on est éco-influenceur,
on est à côté des institutions, on a choisi de les ignorer, mais comment est-ce que vous imaginez qu'elles puissent se transformer? Alors déjà, merci Patrick, c'était passionnant. J'ai hoché de la tête pendant 10 minutes. Peut-être 10 minutes, je ne sais pas. Déjà, je voulais rappeler plusieurs choses qui sont que la réalité de cette éco-anxiété, comme on l'appelle, et qui est maintenant, si on a besoin de, une fois de plus, scientifiquement prouver les choses, ça l'a été. Elle est très présente et Patrick a fait un lien très important avec, qui est qu'aujourd'hui, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes, des personnes qui cherchent une reconversion professionnelle ou autre, ne trouvent pas de place aujourd'hui dans cette société, ne se retrouvent pas avec cette société-là. Et on se rend compte qu'en fait, c'est pas tant la société en tant que personne qui ne veut pas changer. C'est, comme l'a bien dit Patrick, la société en tant qu'institution qui n'arrive pas à bouger, qui ne peut pas bouger. Et donc, ça, je pense que c'est très important de le rappeler. Et après, je voulais rappeler quelque chose de tout bête pour faire un lien avec votre question. C'est juste la base de écologie. En fait, le terme écologie, on l'oublie souvent, mais ça veut dire prendre soin de sa maison. Et je pense que tout le monde devrait se rappeler du sens de ce mot-là, parce que prendre soin de sa maison, c'est prendre soin de notre maison à tous, donc la planète. Et je pense que normalement, toute personne correctement constituée a envie de prendre soin de sa maison, c'est-à-dire de vivre. Donc juste ce terme-là, je voulais aussi le rappeler. Et pour répondre à votre question, est-ce que tout ça peut bouger? Je l'espère. Je l'espère, sinon je ne serais pas là en train de vous parler. Je pense que je serais entre 4 murs de briques en train de pleurer en position latérale de sécurité. Donc non, je l'espère. Pour vous citer un dernier exemple en date, j'ai rejoint une aventure qui s'appelle la Convention des entreprises pour le climat, qui a pour objectif en 1 an et demi d'amener 150 grosses entreprises à changer radicalement et à prendre en compte de façon majeure les enjeux environnementaux dans leur fonctionnement en tant que société. Voilà, je me dis que peut-être ça passera par là. On verra. En tout cas, une chose à rappeler, c'est que aussi aujourd'hui, toute personne qui souhaite défendre le vivant, je dis bien défendre, n'est pas contre quelque chose. Aujourd'hui, on n'est pas contre Emmanuel Macron, on n'est pas contre le gouvernement en place. Pour parler un peu plus crûment, et je pense que c'est important de le dire de cette façon, aujourd'hui, on s'en fout que ce soit Emmanuel, Jacques ou François qui soient au pouvoir, on s'en fout en fait concrètement. Le souhait est faisons des choses pour le vivant, pour un avenir, et non pas contre un système, contre une politique. Il n'y a pas d'attente dans ce sens-là, c'est plus pour les choses. Et je pense que l'action soit, comme on le citait tout à l'heure, extrême, entre guillemets, comme Extinction Rebellion, ou une action beaucoup plus écologique à sa base, c'est toujours pour quelque chose et pas contre quelque chose. Je pense que c'était important, ça aussi. Voilà à peu près, je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais voilà. Non, mais c'est important parce que vous insistiez sur le fait d'être pour. On a quand même un discours ambiant sur le fait que les écologistes sont forcément contre et qu'ils disent non à tout. En fait, aujourd'hui, c'est la façon de se faire entendre, entre guillemets, c'est la façon de jouer le jeu. Il y a une idée aussi de jouer le jeu, parce que comment changer un système si on ne met pas un petit orteil dedans? Évidemment qu'on doit jouer le jeu de ce qui se fait actuellement pour l'entendre et pour se faire entendre. Mais en fait, aujourd'hui, on se rend compte, et ça a bien été expliqué par tous les autres intervenants, c'est que toutes les façons qui ont été utilisées pour se faire entendre aujourd'hui n'ont que très peu d'écho et ne fonctionnent pas. Donc voilà, aujourd'hui, il y aura une autre solution, puis une autre solution. Je pense que toutes les personnes qui sont engagées aujourd'hui pour le vivant n'abandonneront pas, parce qu'il y a un souhait d'un avenir décent et certain. Donc, dans tous les cas, ça continuera de quelque façon que ce soit pour qu'il y ait ce changement-là. D'accord. Merci beaucoup, Benjamin. Chabou, vous réagissez à ça? Ouais, parce que du coup, sur ce dernier point, je suis absolument pas d'accord. Donc, c'est chouette, ça y est, ça commence à clasher, controverse.
D'abord, j'essaie de suivre un fil logique. Vous parliez tout à l'heure d'individualisation et ça, je ressens énormément en ce moment. Bon, c'est très individuel et ce rapport au pouvoir, du coup, on dit, désolé Benjamin, mais c'est pour ça que je fais plus de clean wall parce qu'il y a quelque chose qui me déprime. Parce que du coup, à la fois, on se met en action en tant qu'individu, certes au sein d'un groupe, mais à la fois, il y a un oubli total du fait que, bah, en fait, même si ton déchet, tu le mets à la poubelle jaune, il y a une chance sur X qu'il ne soit pas recyclé parce que le système, il est comme ça. Donc pour moi, cette individualisation, pardon, bah, elle est intéressante, elle a ses avantages, mais elle ne va pas permettre d'agir de manière globale, de manière politique en fait. Donc ça, c'était sur l'individualisation, 1, 2, 3. Et pareil, sur la question de ne pas être contre, en fait, je trouve que ça peut être violent de dire ça, parce que Emmanuel Macron, en fait, il a dit des trucs dégueulasses pendant son mandat, que ce soit par rapport aux gens qui ne sont rien, traverser la route, trouver un emploi. Il y a un mépris de classe qui est incroyable, incroyable. Et en fait, bah, l'écologie sans lutte des classes, c'est du jardinage, comme on dit. Et je pense que dire qu'on n'est pas contre, bah, c'est comme quand on est dans une position de privilégié où nous, on ne subit pas le pouvoir directement tous les jours, on ne subit pas les contrôles au faciès, vous avez compris, on ne subit pas tout ça. Et du coup, moi, je ne suis pas d'accord et moi, je suis contre ce système. Je suis certes pour un monde ailleurs, pour un monde nouveau, pour plein de belles choses, mais je suis également contre ce système qui est toxique. Et c'est ce que disent les principes d'Extinction Rebellion. Nous sommes dans un système qui est toxique, certes d'un point de vue de l'environnement, mais également sur les questions des droits des femmes, des droits des personnes LGBT, des personnes racisées, etc. Et donc, on s'oppose et on propose, on est d'accord, mais je ne comprends pas comment est-ce qu'on ne peut pas ne pas être contre. Je suis d'accord, en effet, ce n'est pas Emmanuel Macron le problème, il est un individu dans le système. C'est pour ça qu'avec Extinction Rebellion, on ne cible pas les individus. Mais à côté, il reste le président d'une république où il y a toujours, encore une fois, un papier qui est sorti sur les essais nucléaires en Polynésie française, du moins. On est obligé d'être contre ça. Je veux dire, si on n'est pas contre ça, c'est qu'on fait partie de, par exemple, et là je sors les préjugés, de ces anciens militants de Greenpeace qui se sont engagés sur quelques petits segments d'une lutte écologiste sur un environnement proche ou autre. Mais pour moi, on est obligé d'élargir. Et on ne peut pas voir l'écologie comme juste le vivant. C'est aussi derrière des gens qui vivent. Et quand j'en parle souvent avec des collectifs queer, par exemple, ou autres, en fait, eux aussi sont écolos, en fait. Eux aussi, ils veulent un avenir durable, une planète habitable. Mais en fait, ça sert à quoi d'avoir une planète habitable si derrière, les inégalités, elles sont toujours là, si derrière, les gens subissent toujours autant la vie de la même manière et que l'État ne prend pas en main ses devoirs. Voilà. Merci, merci Je peux Chabot. répondre en 10 secondes. En 10 secondes. Je voulais juste dire plusieurs choses sur la question de Pardon. l'organisation, parce qu'il est déjà presque 20h et Yann doit parler. Donc, vous pouvez répondre vraiment en 10 secondes, mais je vais seconder. Et puis, après, ça sera Yann. Et j'aimerais bien, en fait, qu'il y ait un petit moment de questions, même si j'imagine que beaucoup de personnes ont prévu de partir à 20h. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'on va prolonger un petit peu la réunion au-delà de 20h si nos intervenants peuvent rester. Donc, Benjamin, j'espère que vous pourrez rester après 20h. Absolument, tout à Très fait. bien. Donc, 10 secondes alors, 10 allez-y. secondes, ok. J'ai pas dit que je n'étais pas contre Emmanuel Macron, ça c'est mon avis et on pourra en parler entre nous. J'ai dit que qui que ce soit qui change les choses, on veut que ça soit quelqu'un. Donc ça peut être lui ou n'importe qui, on veut que les choses changent. Et les clean walk me dépriment aussi, mais elles apportent une prise de conscience à plein de gens, donc elles sont en partie nécessaires, mais tu l'as dit. J'ai fait 10 secondes. Yann, allez-y. Non, je vais vous faire gagner, je vais essayer de faire gagner du temps et de passer à la discussion parce que c'est important qu'on ait un peu de temps pour la discussion. Je crois que cette question institutionnelle, elle ouvre un chantier immense et c'est dur, on n'a pas assez de temps pour la traiter. Pour moi, il y a le mouvement est pris actuellement dans une contradiction entre le fait qu'il revient sur l'idée que l'action étatique, institutionnelle, je passe rapidement, est la condition d'une bifurcation.
il revient sur une position d'interpellation autour de la responsabilité politique. Et dans ce même mouvement, il constate, ce mouvement, les blocages immenses. Alors, qui ne sont pas uniquement des blocages institutionnels liés aux inerties. On pourrait imaginer une institution comme ça, uniquement inertique d'un point de vue administratif, qui sont des blocages qui sont reliés à des réalités économiques, à des intérêts économiques qui sont qui s'ancrent au sein des administrations. Chacun des arbitrages pour une transition exigeante aujourd'hui est immédiatement confronté à des enjeux économiques gigantesques. Je l'ai compris il y a bien longtemps, mais je l'ai compris tout récemment lorsque une grande enseigne pétrolière nous a demandé à nous, Quantité Critique, si on voulait bien faire une keynote sur l'évolution des mouvements à long terme, parce que immédiatement, il y a une inquiétude sur la place prise par cette question en tant qu'elle peut influencer la capacité de rentabilité des entreprises, sa capacité de pression sur les États, etc. Donc, on est au cœur d'un mouvement, mais c'est un processus normal pour un mouvement de découvrir en même temps qu'il se met en place les blocages institutionnels auxquels il fait face. La vraie spécificité, et je m'arrêterai là, parce que je n'ai pas de solution, y compris je n'ai pas travaillé sur les sujets proprement institutionnels, c'est que pour la première fois, on a un mouvement, et c'est la différence avec d'autres mouvements qui se considéraient en quelque sorte dans le sens de l'histoire, qui considéraient que le temps travaillait pour eux, et qui estimaient qu'ils avaient le temps de se déployer, même s'ils étaient dans des urgences sociales, etc. Par exemple, le mouvement ouvrier. La différence avec le mouvement ouvrier, eh bien, elle est que ce mouvement considère qu'il n'a pas le temps. Qu'il n'a pas le temps. Et donc, quelque part, s'il y a un projet institutionnel, il ne peut prendre qu'une forme extrêmement radicale et rapide, puisque cette question du temps, cette façon de concevoir le temps sous le mode du délai très court, implique une condensation des mutations institutionnelles. Donc, en même temps qu'il découvre les blocages que le mouvement découvre, alors pas totalement découvre, disons les nouveaux militants découvrent les blocages institutionnels, ils le font sous cette épée de Damoclès du délai très court. Ça crée des tensions très fortes, mais dans un cadre où, je dirais, de façon très massive, le mouvement écologique considère que, alors je sais que ça donne lieu à des débats profonds, mais je pense que l'État n'est pas contournable, l'action étatique n'est pas contournable, justement parce que les délais sont trop courts. Donc il y a des débats historiquement vers une écologie décentralisée, une écologie. Alors évidemment, cette mutation de l'État, elle est pensée par les mouvements écologiques, mais je dirais que malgré des débats, je dirais, de sous-chapelle, peut-on contourner l'État, doit-on se passer de l'État, etc. Aujourd'hui, dans le mouvement écologique, et c'est ce qui crée toute la contradiction, la question de la responsabilité étant au cœur, on ne peut pas contourner la question institutionnelle, même si en vrai, on ne sait pas la traiter à cause des blocages. Oui, merci Yann. Je vois. Donc, signalez-vous dans le chat si vous souhaitez intervenir, poser des questions, etc. Moi, je voulais dire une chose, étant moi-même engagée pour changer l'État, c'est que ce qui m'avait marqué avec l'affaire du siècle, c'est qu'à mon sens, si cette pétition a été signée par plus de 2 millions de personnes, c'est aussi parce qu'elle interpellait l'État. Et qu'on sent bien déjà dans la culture en fait, des Verts, des mouvements écologistes, que l'échelle locale a été toujours privilégiée. C'est une question de tradition politique. Mais qu'en France, faire bouger l'État, c'est faire bouger quelque part la société. Enfin, il y a un vrai lien entre les deux. Et donc, cette question de connaître l'État, prendre les moyens de le faire bouger, est vraiment une question, me semble-t-il, extrêmement forte posée aujourd'hui à chacun d'entre nous, même si l'État reste au fond opaque, complexe et porteur de puissance, donc décourage cette envie de le faire changer. Mais je crois que c'est effectivement quelque chose d'assez fondamental. Est-ce qu'il y a des questions? Vous êtes
ébahi par tant de débats. Pauline, tu voulais peut-être intervenir, poser une question, non? Oui, alors je remonte le chat, il y a beaucoup d'activités sur le chat. N'hésitez pas à écrire intervention, demandez si vous voulez qu'on vous donne la parole. Moi, j'avais une question. J'ai lu qu'au Canada, il y avait plusieurs écoles et universités qui encourageaient les étudiants à aller dans la rue ou à s'inscrire dans des mouvements. Et en fait, c'était reconnu. Il y avait vraiment une reconnaissance de la part de l'école de l'inscription dans ces mouvements et du temps qui était laissé pour ces jeunes. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui peut se faire en France? Est-ce que ce serait acceptable? Est-ce que, voilà, comment ça pourrait, est-ce que ça peut être une possibilité pour faire évoluer les choses? Voilà. Chabou, vous voulez intervenir, je crois. Et après, je vois que Joanne a demandé la parole. Peut-être qu'on prend les interventions avant que vous répondiez, si ça ne vous ennuie pas. Donc, Joanne, c'est à vous. Bonsoir, excusez-moi pour mon retard. Tout d'abord, pour répondre à Pauline, il y a des écoles qui ont déjà mis en place des choses auxquelles, en fait, si on est bénévole au cours de notre année diplômante, par exemple, je sais qu'en BTS, ça se fait beaucoup, on a la possibilité d'avoir des points supplémentaires sur notre note finale. Mais en fait, ce n'est pas des choses qui sont mises en avant. On apprend ça généralement à la fin de l'année de BTS, comme quoi on pourrait avoir bénéficié de ce genre de choses si jamais on était bénévole au sein d'une association, quelle que soit l'association. Et en fait, je trouve ça vraiment dommage parce que c'est une source de motivation, entre guillemets, parce que beaucoup d'étudiants sont portés sur les notes, mine de rien. Et au-delà de ça, si j'avais su, je me serais impliquée davantage parce que depuis peu, je suis bénévole au sein d'une association de court-métrage, mais si j'avais su, je me serais inscrite bien plus tôt. Voilà. Mais c'est pas acquis dans toutes les écoles et c'est pas assez valorisé. Merci Joanne. Je ne savais pas que il y avait également ça en France, un début tout du moins. Intervention de Paula Brusonnet. Je vous laisse la parole. Bonjour. Oui, tout d'abord, merci pour ces interventions très intéressantes. Moi, je voulais intervenir, c'était par rapport au tout début, on parlait les jeunes, c'est qui? Donc, effectivement, on a parlé aussi des élections, de tout ce qui est, voilà, les jeunes sont-ils les électeurs? Et donc, voilà, la question, c'était par rapport à la place des jeunes qui ne sont pas encore électeurs, qui, je pense à Greta Thunberg, ça a été un peu l'exception qui confirme la règle, parce que finalement, on entend tous ces activistes sont aux plus jeunes des lycéens, mais finalement les plus petits, les collégiens, les enfants, ils sont pourtant très concernés par ces questions-là. On parlait des clean walk qui finalement vont les sensibiliser. Il y a plein d'actions de sensibilisation qui sont réalisées auprès des jeunes, mais par contre, quelle est leur place en tant qu'acteurs, pas en tant que juste passif par rapport à ce qu'on va leur proposer, mais finalement comment ils peuvent réagir. Et là, la place de l'institution, de l'éducation nationale en particulier, et puis après l'éducation populaire, mais l'éducation nationale, qu'est-ce qu'elle laisse comme place? Donc il y a les éco-délégués qui permettent maintenant sont obligatoires dans les collèges, donc c'est super, c'est une super avancée, mais qu'est-ce qu'on leur propose très concrètement? Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire au-delà de pouvoir ramasser des déchets de l'administration et gérer les questions très, très simples, voilà, comme si c'était une sensibilisation, encore une fois, pour eux, alors qu'en fait, on ne les rend pas acteurs, on ne les rend pas activistes. Yann doit partir à 20h15. Je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose avant de partir ou voilà. Non, on peut laisser. Sur cette question. Voilà. Non, juste un point sur la question des éco-délégués, c'est un enjeu décisif. Il
y a un usage actuellement de l'écologie et des éco-délégués autour de l'idée d'une sensibilisation aux éco-gestes, qui est probablement une partie importante, mais justement, puisque le mouvement se fonde sur l'idée que les éco-gestes sont de toute façon insuffisants et qu'il y a la nécessité d'organiser une bifurcation à une autre échelle, il y a une confrontation, voilà, là, entre la volonté d'obtenir une sensibilisation à l'écologie à travers les éco-gestes, alors même que les principaux acteurs des éco-gestes aujourd'hui utilisent les éco-gestes comme une forme de réitération de la conscience. Nous, on a développé ce concept, la quantité critique de l'éco-geste comme réitération de la conscience, une façon de renforcer ses positions écologiques, plus que comme solution technique, stratégique pour la transition. Et donc, il y a un vrai enjeu. Est-ce que l'éco-délégué est là autour d'un enjeu de créer l'écologie comme une force motrice conflictuelle, ou est-ce qu'il est là pour créer une responsabilisation individuelle de chacun? Et là, il y a une tension dans le programme de l'éducation nationale qui, à mon avis, va se déployer et créer un certain nombre de problèmes dans la prochaine période. Chabou voulait intervenir, je crois. Oui, bah, du coup, sur les éco-délégués, c'était mon service civique l'année dernière, donc j'ai pas mal côtoyé, etc. Bah, il y a une volonté absolument, et parfois les établissements peuvent être d'accord, mais on prenait l'exemple des poubelles, du coup, cas concret, mais poubelles jaunes pour les papiers. Donc, on installe les poubelles en carton dans lesquelles on met tout ce qui est recyclable. Donc, on informe les éco-délégués, les classes, tout le monde joue le jeu. Et puis, bah, après, on va parler un peu avec les agents d'entretien. Et en fait, les femmes de ménage ont un chariot avec un sac poubelle. Et du coup, bah, voilà, tout finit dans le même sac, sauf quand elles ont le temps de faire un deuxième tour pour tous les papiers. Ou, voilà. Donc, en gros, tant que le contrat de travail des employés d'entretien ne sera pas adéquat au travail fourni, parce que déjà qu'elles sont extrêmement précaires, et déjà rien que ça pose problème. Donc il y a ça, en plus il n'y a pas le bon chariot, donc en gros il faudrait faire des investissements, voilà. Donc de base un lycée lambda qui veut juste faire un truc pour l'environnement, l'écologie, qui va mettre des éco-délégués et on leur dit en fait vous devez payer 30 000 € pour X nouveaux chariots, ça bloque. Du coup, c'est vrai qu'en tout cas c'est un espace de liberté qui est à prendre, quoi. Là-dessus, c'est clair. Et tout à l'heure, vous parliez de vote. Bon, je ne suis pas très optimiste. Ça serait à vérifier. Moi, de ce que j'ai compris, c'est que les jeunes font partie de ceux qui s'abstiennent le plus. J'ai cru comprendre aussi que les jeunes votaient le plus à l'extrême droite. Voilà. Peut-être que Yann a plus d'informations que moi là-dessus, mais moi, je ne crois pas du tout en cette solution d'élection ou même de 6e, 5e République. Et c'est pour ça que la 4e revendication d'XR, elle demande des assemblées citoyennes décisionnelles, en fait. Parce que si on veut que la chose soit mise en place et qu'elle soit acceptée par la société, bah, c'est aux gens de décider, comme l'a fait en partie la CCC. Et ça, d'ailleurs, c'est une expérience qui était assez chouette, quoi. Et voilà. D'autres interventions Yann, Patrick, Benjamin Bah, oui peut-être, juste pour revenir sur ce point des sensibilisations en école. Alors, oui, c'est important. Là, et donner l'exemple des clean walls qui est forcément que moi je suis ravi d'en voir un peu partout dans les écoles, dans les collèges, les lycées, etc. Parce que ça a quand même malgré tout toujours cette base. Et je rejoins Yann là-dessus où c'est totalement vrai. Et nous, on le prône depuis 2 ans et demi, le fait que ce n'est pas une solution. On ne va pas sauver la planète en ramassant une centaine de sacs de déchets. Ce que ça peut apporter, c'est cette prise de conscience-là. C'est ça qui est important. Je l'ai dit, je l'ai envoyé en message à Chabou, mais il le verra après. Mais je pense qu'il y a énormément de monde encore à éveiller. Donc, c'est pour ça que ces actions sont importantes. C'est pour ça qu'elles sont importantes auprès de la jeunesse. Et là, je rejoins Paula là-dessus. Après, sur la question d'éco-délégués, moi, j'en pose une autre. Est-ce que, comme avec l'exemple de Chabou qui vient de partager, est-ce que ce n'est pas simplement une
une belle étiquette qu'on met dans des établissements et où après on dit bon ben voilà, débrouillez-vous un petit peu avec vos sacs et vos différentes actions. Voilà. Et par rapport à l'aspect politique et l'aspect de vote, je rejoins aussi Chabous, peut-être avec une nuance. Ou pour prendre mon exemple, moi j'ai voté au niveau local parce qu'aujourd'hui j'habite dans une ville de 8000 habitants où là j'ai eu l'impression que des choses étaient possibles à faire, à changer à l'échelle très locale. Par contre, le vote à l'échelle nationale, voilà, pareil, une fois de plus, j'en ris assez nerveusement parce que c'est tellement imbriqué dans un système et dans un fonctionnement que voilà, je citais Coluche tout à l'heure dans le chat, où s'il votait changer quelque chose, ça ferait longtemps que ça serait interdit, quoi. Voilà. Donc, je note une intervention dans le chat de Guy Pustelnik qui propose la mise en place d'éco-délégués au sein des assemblées d'élus. Je ne sais pas si quelqu'un veut rebondir ou a quelque chose à ajouter. Il n'y aura jamais d'accord des administrations, des décideurs de laisser du pouvoir aux autres. Mais moi, je suis convaincu que c'est pas dans leur intérêt de faire ça. Par contre, c'est dans leur intérêt d'absorber les idées, de les incorporer dans le système. On l'a vu à Tours, il n'y avait pas de plan air-climat, etc. Et puis, la mairie nous a proposé, nous, en tant que militants, donc Greenpeace, XR, ANB COP21, de participer à l'élaboration du plan climat air, etc., le PCAET. Et c'est merde, quoi. Je veux dire, j'étais avec Louise qui était lycéenne, on est avec 2 autres personnes, et eux, c'est leur métier de faire ça. Et ils me disent, allez, on le fait ensemble, main dans la main, et après, on va mettre une belle étiquette, on est écolo, on est vert. C'est insupportable. Ils ont cette capacité-là. Et je pense que ça peut être pareil dans les écoles, en fait, d'absorber de prendre l'élément, de l'enlever au fur et à mesure, enlever tout ce qui contient. Bah, tiens, la CCC, par exemple, hein, bah, là, on a un bon exemple, hein, et de le détricoter pour au final arriver là, quoi. Donc, c'est là où comment on fait pour agir. Je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, Pauline, sur les écoles, mais là, en ce moment, à Tours, j'essaie de pousser un peu pour qu'on fasse une rentrée climat, donc c'est-à-dire faire des fresques du climat à un maximum de monde, mais ça demande du temps, de l'argent, de l'énergie, donc il faut pousser un peu, mais faut faire tout ce qu'on peut. Mais je suis en train de partir un peu dans tous les sens, désolé. Je voulais dire une chose, c'est qu'il me semble intéressant qu'en fin il y a eu finalement trop peu de controverses, mais enfin en tout cas en fin de notre échange intense, on en arrive à la question de la transformation de soi, c'est-à-dire qu'on voulait parler des institutions et en fait on se met à parler de transformation de soi. Et il me semble que lorsqu'on parle des institutions, on pourrait aussi essayer d'imaginer qui est dans les institutions, qui les incarne. Je trouvais l'échange sur Emmanuel Macron intéressant parce que moi, je ne crois pas qu'il faut se focaliser sur une personne, mais qu'en revanche, imaginer une transformation mentale, psychologique, affective aussi, émotionnelle de ceux qui tiennent le pouvoir, c'est aussi une des clés sans doute de cette transformation des institutions. Les institutions ne sont pas de bois, elles existent comme le droit d'ailleurs par ceux qui font les institutions et font le droit. Et cette question-là, il me semble qu'elle devrait être aussi abordée, c'est-à-dire que moi, je pense, par exemple, que quand on est écologiste, on a tendance quand même à laisser beaucoup de côté la question de l'incarnation, de qui porte le message, à faire comme si c'était pareil, et c'est une volonté d'égalité qui est forte, hein, et de diversité. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose autour des personnes, des pionniers et de la transformation de soi? Je pense que ce serait intéressant d'avoir ça aussi en tête. Je ne sais pas, Patrick, si vous voulez dire quelque chose. Enfin, bon, voilà, Benjamin aussi, je crois, voudrait dire quelque chose. Oui, mais c'est bien ce que vous dites, parce que j'allais rebondir dessus, et c'est bien que vous commenciez, parce que c'est vrai, les institutions ne pensent pas, je me souviens, ce sont les gens qui pensent, c'est les gens qui sont au sein de l'institution qui pensent.
Donc on peut agir sur les gens. Enfin, j'ai cru beaucoup qu'on pouvait le faire. Le problème, c'est qu'on a beaucoup de turnover dans certaines institutions, donc ce qui fait qu'il y a aussi un dispositif d'immunité de l'institution qui se protège contre la capacité qu'ont certains de pouvoir la transformer s'ils restent trop longtemps au même endroit, parce qu'eux, ils ont changé, ils pourraient changer l'institution. Donc, les logiques d'obligation de changer de poste dans l'administration publique à tous les niveaux sont des façons aussi de se prémunir contre ce qu'on appelle comme une sorte d'excès de pouvoir, je dirais, de certains parce qu'ils restent trop longtemps à certains endroits, mais aussi contre ces processus de transformation, contre l'efficacité de certains processus de transformation. Donc ça, je voulais vous dire que je suis d'accord avec vous, mais on a aussi face à nous des dispositifs de résistance de l'institution par rapport à ça qui sont assez forts et qui se justifient par rapport à des logiques de pouvoir. Mais c'est quand même, que ce soit dans le monde économique ou dans le monde privé ou dans le monde public. Mais je voulais en fait aussi parler aussi de cette idée que, au fond, on parle d'éco-délégués, enfin d'éco-gestes, de cette éducation-là, de réitération de la conscience, d'éveil. Je pense que le problème de l'école, à chaque fois que je passe, et là je vous donne juste un témoignage comme ça, mais à chaque fois que je passe devant un lycée ou un collège, je me dis comment est-ce qu'on peut enseigner la connexion avec la nature, le sens, disons, de notre implication dans les écosystèmes depuis cette position bunkérisée. Donc du coup, c'est vrai que c'est un peu difficile. À mon avis, le problème, ça relève de la gesticulation. C'est-à-dire qu'on gesticule autour d'un problème structurel. Et j'ai l'impression que ça, évidemment, ça fait depuis les années 70 que ça continue. Et les résistances qui sont mises en place par l'éducation nationale à la possibilité d'ouvrir des écoles en nature et de reconnaître d'autres initiatives au nom de la défense de certaines compréhensions de ce qui est l'ordre républicain, m'inquiète parce qu'elles n'ouvrent pas la possibilité d'expérimentation sociale dans cette direction et d'autres possibilités d'éducation en nature. J'ai des exemples comme ça d'écoles qui sont soumises à des contraintes qui les rendent presque impossibles, leur existence. Et donc, alors qu'ils essaient d'expérimenter, disons, des formes d'enseignement dans lesquelles l'écologie serait au cœur de la démarche, le mouvement, et non pas la position assise, serait au cœur de la démarche, etc. Donc c'est pas des logiques sectaires, mais on a ici une résistance qui semble condamner comme quasi sectaire toute tentative de pouvoir proposer une alternative ici. Et ça, c'est le vrai problème. C'est la bunkérisation, je dirais, idéologique à laquelle on est confronté et qui est du même ordre que celle des bâtiments. Et ça sur ce point-là, je pense que Yann a raison de dire que il y a une différence de position. Soit on considère qu'il y a une autre bifurcation à prendre, et du coup, on va agir, disons, pas sur essayer de voir comment on peut améliorer un dispositif éco-délégué, mais comment est-ce qu'on peut changer structurellement la problématique. Donc, construire différemment le problème. Parce que selon la façon dont on construit le problème, on va avoir des réponses qui vont sembler plus ou moins pertinentes. Et selon celle qu'on peut avoir qui est plus radicale, on pourrait dire, plus de transformation profonde, que cette approche-là est gesticulatoire, qu'on ne peut pas travailler dessus. Il y a peut-être un travail ici d'analyse critique pour savoir ce avec quoi on peut travailler et ce avec quoi on ne peut pas travailler, mais se mettre d'accord d'abord sur le diagnostic du problème. Et je crois qu'on ne partage pas clairement tous le même diagnostic. Et ça, c'est un vrai souci au sein notamment des administrations. On a des gens qui sont en détresse par rapport au sens de la réaction publique, ils l'expriment souvent, je ne vais pas témoigner de collègues, mais clairement, je vois ça, mais il y a une difficulté à formuler un diagnostic commun. Et ce travail de réflexivité, il faut aussi l'accompagner au sein des administrations, pas simplement, ça va être la condition pour pouvoir le mettre en œuvre ailleurs. Et puis, par rapport aux formations, je disais qu'on est en train d'essayer de tenter, avec l'école urbaine de Lyon, de mettre en place des dispositifs de territoire-école, dans lesquels on pourrait commencer à faire des enseignements véritablement hors les murs, à partir, disons, de situations de transformation écologique qui ont lieu sur le terrain avec les gens auxquels ils sont confrontés. Et voir comment on pourrait créer des dispositifs qui permettraient à la fois de travailler avec l'enseignement supérieur, mais aussi avec le secondaire. Bon, c'est des germes, c'est des efforts. Et je pense qu'il y en a un peu partout des efforts de ce type-là. Donc, il faudrait voir comment est-ce qu'on pourrait fédérer et faire reconnaître, renforcer ces dynamiques qui se multiplient partout pour pouvoir répondre aux enjeux qu'on vient de mentionner ensemble. Et pour terminer, pour Yann, je voulais juste faire une petite remarque, parce que tu avais parlé du rôle de l'État, le fait qu'on ne pouvait pas contourner le rôle de l'État, et j'irai un peu plus loin, je dirais que si tu vas un peu plus loin, c'est la question du gouvernement planétaire qui se pose aujourd'hui. Et avec la pensée de l'Anthropocène et les approches des limites planétaires
et du Safe Operating Space pour l'humanité, tout ce nouveau discours, cet nouveau discours expert, là, cette nouvelle génération du discours expert anthropocénique, de l'anthropocène qui se met en place à l'échelle des Nations Unies, eh bien, on a aussi derrière une commission de la Terre, une Earth Commission, une approche technocratique des problèmes et des politiques publiques autour des logiques quantitatives de décarbonation qui sont en train de se constituer à travers des exemples, disons, une promotion d'une logique de gouvernement planétaire. C'est assez intéressant. C'est objectivement dit, explicitement dit, par exemple, par un rapport qui a été fait pour le Club de Rome, qui n'est pas un rapport du Club de Rome, mais fait par des membres du Resilience Center à Stockholm, qui s'appelle Transformation is Feasible. Et on voit que, par exemple, l'exemple qu'ils prennent pour pouvoir conduire les transformations de la société s'appuie en effet sur une reconnaissance du rôle de l'État comme étant le moteur de ces transformations, étant donné le peu de temps qu'on a. On peut pas... Mais l'État qui est pris en exemple, c'est l'État chinois. Et en disant, certes, l'État chinois n'est pas la panacée, mais c'est ce qui se fait de mieux en ce moment pour pouvoir transformer une société rapidement. Et c'est assez intéressant de voir cette promotion par les Suédois, par le Resilience Center, d'une approche, disons, de ce type-là, parce qu'ils se veulent pragmatiques et opérationnels, mais on voit qu'il y a derrière aussi, ce qui s'annonce, c'est quand même une définition, une construction technoscientifique, technique du problème, pas vraiment une transformation, je dirais, par les gens, et par la culture des gens et par leur façon de se responsabiliser par rapport aux enjeux. Ici, on commence à voir monter un autre récit qui est un récit disons, pas du tout favorable à la démocratisation de l'écologie politique dont on est en train de parler. Merci beaucoup, Patrick. Est-ce que certains de nos intervenants veulent dire un dernier mot parce qu'il est 20h24 et je crois qu'il va falloir se quitter provisoirement. Juste merci pour moi, c'était vraiment passionnant. C'était vraiment... merci, je trouvais que c'était une rencontre aussi très intéressante. Merci beaucoup. Merci. Chabou, Benjamin. Oui, bah, écoutez, je voudrais aussi dire merci déjà parce que j'ai pris un plaisir sincère à écouter tous les intervenants et les intervenantes ce soir. Voilà, Patrick, j'aurais aimé vous avoir comme prof. Voilà, très, très intéressant. Juste pour répondre très brièvement à ce que vous avez dit, Lucille, sur le fait d'incarner. Je pense que ça amènerait aussi une grande discussion qui serait plus agréable autour d'une table et de verres remplis, mais ça amène toute la question de l'ego, en fait, de l'ego qui prend une place fondamentale aujourd'hui dans la société. Vous parlez des personnes qui représentent les fonctions publiques, les structures de la société aujourd'hui. Première question, est-ce que vraiment elles maîtrisent tout ça? Je ne sais pas, j'en suis pas convaincu. Est-ce qu'on n'est pas dans une voiture qui va beaucoup trop vite pour nous et on ne sait même pas où est le frein à main? Possiblement, mais aussi la question se pose de l'ego, tout simplement. Et je pense qu'il y a énormément de choses à dire là-dessus, mais où est-ce qu'on le place? Je ne dis pas que c'est le cas dans toutes ces actions environnementales et écologiques, parce que l'ego est extrêmement présent là-dedans aussi. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier qu'on fait partie d'un tout et je pense qu'il y a beaucoup de questions à se poser là-dessus. Je n'arriverai pas à développer parce qu'on a dit beaucoup trop de choses passionnantes, mais moi, je laisserai tout le monde peut-être sur cette question de l'ego et savoir où est-ce qu'on le place et comment on vit avec. Voilà. Mais merci à tous. En tout cas, c'était passionnant, vraiment. Merci beaucoup. De belles rencontres. Chabot, vous voulez dire quelque chose, non? Pour l'invitation. Et merci d'avoir passé du coup 2 heures à écouter 4 personnes parler de ce qu'elles pensent. On est dans l'ego, on est bien là. Non, c'était chouette. J'en sortais primé comme un peu à chaque fois parce que ça rebrasse la situation et c'est un peu déprimant, mais au moins c'est cool. On échange, donc c'est chouette. Et puis buvez de l'eau, hydratez-vous, c'est important. L'été arrive. Et surtout, n'oubliez pas que... On n'est pas si vieux que ça. On n'est pas si vieux que ça. Grave, ça faisait vraiment hydrater vos retraités. Mais non, mais l'eau, c'est pour tout le monde. Et vous m'avez perdu. Oui, et surtout, n'oubliez pas, vous avez plein de compétences et vous pouvez aussi être utile un peu de toutes les manières différentes. Donc, essayez de vous engager là où vous avez envie de vous engager et faites-le. Et ça fait du bien de se mettre en action, vraiment, contre l'éco-anxiété. Voilà. Espoir meurt, mais l'action commence, comme on dit chez nous.
Merci encore. Pauline, tu veux dire un petit mot peut-être? Oui, bah, je veux avant tout remercier les quatre intervenants pour avoir exprimé vos points de vue avec clarté. Oui, voilà, je pense qu'on ne va pas dépasser plus. Il est 20h28, mais voilà, merci à la Fabrique écologique d'avoir donné la parole aux jeunes et montré que c'est des interlocuteurs crédibles et des acteurs à part entière. Moi, je crois qu'on termine cette soirée avec le sentiment de constituer un groupe. Moi, c'est ça qui me semble important. C'est-à-dire qu'un débat peut, par rapport à ce que vous disiez, Chabou, ça peut se terminer de façon un peu déprimante quand on se sépare vraiment, mais je ne crois pas du tout qu'on va se séparer vraiment. Et je crois que ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, quand on discute d'écologie, on en sort toujours avec l'envie d'agir. Donc moi, j'en sors avec cette envie d'action. Et aussi avec la conviction que les choses peuvent changer. Moi, j'ai porté ça tout au long de ma vie jusqu'à présent, et je ne vois pas pourquoi, alors même qu'il y a une amplification des nécessités de changer, le changement ne s'accélérerait pas dans le bon sens. Donc, je terminerai ce zoom effectivement en disant qu'il faut sortir du numérique, c'est clair, mais que nous porterons un changement concret. Et je pense que nous le ferons avec tous ceux qui étaient là ce soir. Voilà. Et donc, continuez à suivre la Fabrique écologique et portons ensemble à la Fabrique écologique un esprit d'engagement anti-égocentrique.